Depuis des années, une guerre fait rage entre les espèces humanoïdes bénies par le dieu de la lumière et les démons du dieu des ténèbres. Après une longue et mortelle bataille, un groupe de héros est finalement parvenu au château du Seigneur Démon pour y mettre un terme. Cependant, en chemin, il y a eu plusieurs victimes, et juste devant la salle du trône, l'équipe est attaquée par un méchant démon. Théron dit à Kyle et Urza de continuer sans lui, il s'occupera du démon seul, alors ils continuent d'avancer, mais ils savent tous les deux que Théron ne survivra pas à cet affrontement. Ils pénètrent dans la salle du trône, mais soudain, Kyle est attaqué par plusieurs sphères de matière noire venant d'en haut. Il parvient à en bloquer quelques-unes, mais il ne peut pas en gérer autant, alors la mage, Urza, saute devant lui pour intercepter l'attaque, mais dans le processus, elle est complètement désintégrée. Après la mort d'Urza, le Seigneur Démon se montre enfin car il est prêt à affronter Kyle jusqu'à la mort, et le héros est si enragé qu'il charge tête baissée sans réfléchir. Le Seigneur Démon lance d'autres projectiles de matière noire sur Kyle, et heureusement, il parvient à se mettre à l'abri derrière un pilier pour éviter d'être touché. Mais après avoir vu les dégâts causés par l'attaque, il commence à s'inquiéter. L'attaque du Seigneur Démon s'appelle Élimination, un sort imbloquable et extrêmement mortel qui détruit tout ce qu'il touche. Tant que le Seigneur Démon possède une telle magie, Kyle ne pourra jamais s'approcher suffisamment pour porter un coup significatif, il n'a donc d'autre choix que de tenter quelque chose de risqué. Il pense qu'il devrait pouvoir vaincre le Seigneur Démon s'il libère toute l'énergie de la gemme magique de son épée, mais c'est si dangereux qu'il ne survivra probablement pas. Il est bien conscient des risques, mais il n'a pas le choix, alors il libère la puissance totale de l'épée et charge pour percer les défenses du Seigneur Démon. Avec ce surplus de puissance, Kyle parvient à transpercer le corps du Seigneur Démon et à le détruire complètement. Mais dans le processus, l'épée de Kyle est complètement détruite, et il est gravement blessé. Il a réussi à sauver le monde, mais dans le processus, il a perdu tout ce qu'il avait juré de protéger. Ses amis, sa famille, et même sa maison ont tous été détruits par le démon, alors il n'a pas du tout l'impression d'avoir gagné. Quelques instants plus tard, Kyle s'effondre à cause de ses blessures, et il accepte sa mort imminente car il n'a plus rien pour quoi vivre. Mais soudain, la gemme magique du Seigneur Démon réapparaît, et l'énergie qu'elle contient commence à devenir incontrôlable. Avec la disparition du Seigneur Démon, personne ne peut contrôler sa puissance, et si cette chose devient incontrôlable, elle pourrait détruire le monde entier. Kyle rampe jusqu'à la gemme pour tenter d'empêcher son explosion, et dès qu'il la saisit, il est emporté par un éclair de lumière vive. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, Kyle se retrouve dans le lit de son enfance, et il est extrêmement confus car cela ne devrait pas être possible. Il se lève et se dirige vers la fenêtre, pensant que ce doit être un rêve. Mais effectivement, lorsqu'il regarde dehors, il voit sa ville natale dans toute sa gloire, la même ville qu'il a vue brûler lors d'une attaque de démons. Cette vue lui arrache une larme, mais après tout ce qu'il a vécu, il ne peut toujours pas accepter que ce soit la réalité. C'est alors que son ami d'enfance Liz entre dans la pièce à sa recherche, et dès qu'il la voit, il se fige. Liz remarque que Kyle agit bizarrement et lui demande si tout va bien, mais il ne dit pas un mot. Il pense toujours que tout cela n'est qu'une hallucination, mais à ce stade, il s'en moque, il est juste heureux de revoir Liz, alors il l'étreint aussi fort qu'il peut. Liz, embarrassée, demande à Kyle ce qu'il fait, mais Kyle est trop absorbé par l'instant pour répondre. Elle essaie de se dégager, mais Kyle ne la lâche pas, alors ils perdent tous les deux l'équilibre et finissent par tomber sur le lit. Maintenant que Kyle est au-dessus d'elle, la tension est palpable, et il est prêt à aller jusqu'au bout, mais à ce moment-là, Kyle et Liz n'ont pas encore ce genre de relation. Après ce qu'il a fait, son embarras se transforme en colère, alors elle le repousse et le frappe si fort qu'il fait 3 tours en l'air. Kyle se tord maintenant de douleur sur le lit, et Liz lui crie dessus pour avoir tenté un tel geste sans prévenir. Elle ne sait pas ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui, et normalement elle ne serait pas si en colère car elle l'aime aussi, mais elle apprécierait un petit avertissement la prochaine fois pour pouvoir se préparer émotionnellement. Liz quitte ensuite la pièce en furie, laissant Kyle réfléchir à ce qu'il a fait. Mais pendant que Kyle réfléchit, il réalise qu'il a vraiment ressenti le coup de Liz, et ça a fait très mal. Si c'était vraiment un rêve, il ne devrait pas pouvoir ressentir de douleur, alors il est possible que ce soit le monde réel. Kyle se lève alors pour soulever les draps, et à sa grande surprise, il voit la gemme magique du Seigneur Démon posée là, alors il sait maintenant avec certitude que c'est le monde réel. Il se dirige vers le miroir pour s'observer, et il réalise qu'il a l'air beaucoup plus jeune qu'avant. En plus de ça, il se souvient clairement avoir subi plusieurs blessures mortelles après la bataille contre le Seigneur Démon, mais maintenant son corps est en parfaite santé. De plus, sa ville natale est revenue à la normale, et Liz est en vie, alors il en conclut qu'il doit avoir retourné dans le passé d'une manière ou d'une autre, et le seul indice qu'il ait sur la cause est cette gemme magique. Il sait que la puissance magique du Seigneur Démon était immense, mais même ainsi, un sort permettant de retourner dans le passé devrait être impossible à créer. C'est alors que l'estomac de Kyle gronde car il n'a pas encore mangé, alors il descend chercher de la nourriture. Quand il entre dans la cuisine, il est surpris de trouver un repas complet préparé pour lui,
et il réalise que Lise a dû le faire pour lui avant de partir. Il se souvient que Lise venait souvent cuisiner pour lui car sa mère et lui n'avaient jamais le temps, et il est très reconnaissant pour son aide. Il s'assoit et prend un bol pour goûter la nourriture, et il l'adore. Cela fait des années qu'il n'a pas mangé de vrai repas, car sur le champ de bataille, il devait survivre avec des rations caloriques au milieu de nulle part. Quelques minutes plus tard, Theron descend parce qu'il a aussi faim, mais dès qu'il voit toutes les assiettes vides devant Kyle, il réalise qu'il est arrivé trop tard. Kyle a même fini toute la marmite de ragoût. Et pendant que Theron se plaint que toute la nourriture a disparu, Kyle pense à l'absurdité de toute cette situation. Jusqu'à il y a un instant, il combattait côte à côte contre le Seigneur Démon, mais Theron a fini par se sacrifier pour que Kyle puisse accomplir leur mission. Theron remarque que Kyle le fixe, alors il se retourne et lui demande si quelque chose ne va pas. Kyle sort de ses pensées et dit que tout va bien, mais il ne sait toujours pas à quelle époque dans le passé il est, alors il demande à Theron de quelle année il s'agit. Theron est un peu confus car c'est une question étrange, mais il dit à Kyle qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 mai de l'année 2823. Kyle ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre, alors il demande à Theron s'il est sûr de la date, et Theron lui assure que oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kyle, alors Theron dit qu'il lui pardonne d'avoir fini toute la nourriture, mais il a toujours faim, alors il prévoit d'aller chercher quelque chose à manger chez Lise. Bien qu'ils doivent probablement s'agenouiller et supplier avant qu'elle n'accepte de le nourrir, ce genre de choses est assez normal pour Theron car il n'a aucune fierté quand il s'agit de nourriture, mais pendant qu'il fait ça, Kyle reste dans la cuisine car il doit réfléchir sérieusement à sa prochaine étape. S'il est vraiment retourné dans le passé, alors il va devoir en parler à sa mère. Il se dirige vers le hangar et descend dans la bibliothèque pour trouver sa mère, et quand il la voit enfin, il est heureux de la revoir, mais il ne peut pas chasser de son esprit l'image de sa mort brutale dans le futur. Sa mère est surprise de le voir car Kyle ne descend jamais dans la bibliothèque la nuit, mais il lui fait remarquer qu'il est déjà matin, alors elle a dû passer toute la nuit à lire sans s'en rendre compte. Elle s'excuse d'avoir passé autant de temps ici, mais ce n'est pas pour ça que Kyle est venu. Il lui dit qu'il a en fait une question sur la théorie de la magie, et comme elle est l'une des rares archimages du pays, il pense qu'elle est la meilleure personne à qui demander. Sa mère dit qu'elle écoutera volontiers sa question, alors Kyle lui demande s'il existe des sorts dans le monde qui peuvent renvoyer une personne dans le temps. La mère de Kyle répond que de tels sorts existent bel et bien, et il est surpris car il n'a jamais entendu parler d'un sort temporel auparavant. Sa mère explique ensuite qu'on ne sait pas grand-chose sur la magie du temps, et bien qu'on sache qu'elle existe, personne ne serait capable de l'utiliser. La raison pour laquelle le sort ne peut pas être utilisé est qu'il nécessite une quantité inimaginable de puissance magique, donc il n'y a pas de mage dans le monde qui pourrait le réaliser. Et même si le plus grand mage de toute l'histoire tentait le sort avec toute la magie de son corps, il pourrait à peine revenir une seconde en arrière. Kyle demande s'il serait théoriquement possible de voyager des années dans le passé avec l'aide d'un objet magique, et maintenant que sa mère y pense, utiliser un objet magique pour stocker de l'énergie rendrait le voyage dans le temps possible, mais il faudrait plus de 1000 ans pour accumuler autant d'énergie, alors elle ne pense pas que cela fonctionnerait. Kyle lui demande s'il serait possible pour quelqu'un d'utiliser le droit interdit, mais sa mère est plus préoccupée par le fait qu'il connaisse ce sort. Kyle invente une excuse et dit qu'il l'a juste lu dans un livre, et il n'oserait même pas rêver de l'essayer. Sa mère est soulagée d'entendre cela, mais la raison pour laquelle elle était si inquiète est que le droit interdit est un sort qui permet d'échanger de la force vitale contre de la puissance magique, donc c'est très dangereux. Mais même si quelqu'un était assez fou pour l'utiliser, elle ne pense toujours pas qu'il serait possible d'utiliser efficacement la magie de voyage dans le temps. Il faudrait sacrifier la moitié de toutes les vies humanoïdes du continent pour réaliser une telle chose, et à sa connaissance, personne n'est capable d'une telle atrocité. De plus, il n'existe aucun catalyseur capable de stocker autant de puissance magique, mais si un tel artefact existe, alors il serait probablement mentionné dans ce livre. La mère de Kyle feuillette les pages du livre, et une fois qu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle le montre à Kyle. C'est une section sur le légendaire cœur du dragon divin. On dit que l'ancien royaume de Soro a pu prospérer pendant des milliers d'années grâce à la puissance stockée dans la gemme, mais finalement, l'énergie de la gemme s'est épuisée, conduisant le royaume à sa ruine. La mère de Kyle pense qu'un artefact aussi puissant que le cœur du dragon pourrait stocker assez d'énergie pour rendre le voyage dans le temps possible, mais il a disparu depuis plus de 1000 ans, donc il est possible qu'il soit tombé entre les mains des démons maintenant. Kyle commence à reconstituer ce qui s'est passé, car il est évident que la gemme qu'il a obtenue du Seigneur Démon doit être le cœur du dragon divin. La mère de Kyle trouve agréable qu'ils passent à nouveau du temps ensemble car elle craignait qu'il ne l'évite. Kyle s'excuse et dit qu'il ne le faisait pas exprès, mais sa mère n'est pas vraiment en colère. Elle est juste heureuse qu'il soit venu la voir aujourd'hui, et pour une raison quelconque, elle a l'impression que Kyle agit avec un peu plus de maturité que d'habitude. Quoi qu'il en soit, elle se souvient que Lise a dit qu'elle viendrait cuisiner pour eux aujourd'hui, alors elle demande à Kyle s'il veut monter manger. Mais avant qu'elle ne parte, Kyle lui dit qu'il a déjà fini toute la nourriture, et avec cette seule phrase,
tout l'amour maternel qu'elle ressentait pour lui disparaît pendant un instant. Un moment plus tard, elle reprend son calme et lui dit que ce n'est pas grave puisque c'est son anniversaire, mais elle ne lui offrira plus de cadeaux. Parler à sa mère a été très utile car Kyle a obtenu beaucoup d'informations utiles, mais le fait que cette chose soit le cœur du dragon divin, et que le Seigneur Démon a probablement préprogrammé le sort dedans pour se renvoyer dans le temps. Mais Kyle se demande encore, pourquoi le Seigneur Démon voudrait-il retourner dans le passé? C'est alors que Liz s'approche de Kyle, et dès qu'il la remarque, il commence à s'excuser pour ce qu'il a fait ce matin. Il lui dit qu'il l'a fait à cause d'un cauchemar qu'il a fait, alors Liz lui demande quel genre de rêve c'était. Kyle admet qu'une partie du rêve impliquait sa mort, et elle comprend maintenant pourquoi il l'a soudainement serré dans ses bras comme ça. Liz sourit et dit qu'elle est prête à lui pardonner puisque ce n'était pas de sa faute, mais voir son sourire ne fait que rappeler à Kyle tout ce qu'il va perdre dans le futur. Leur village est le plus proche du territoire démoniaque, donc une fois que l'invasion commencera, ils seront les premiers à subir l'attaque des démons. Le village a fini par être réduit en cendres, et Liz a été tuée dans le chaos. À partir de ce moment, Kyle a juré de la venger, mais maintenant elle est assise devant lui, aussi vivante que jamais. Liz demande à Kyle si quelque chose ne va pas puisqu'il est soudainement devenu silencieux, mais il est plongé dans ses pensées car s'il ne fait rien bientôt, alors dans 3 ans, il va perdre tout ce qu'il aime à nouveau. Il refuse que les choses se terminent de la même manière, alors quoi qu'il en coûte, il se jure de changer le futur et de sauver tout le monde de leur cruel destin. Kyle doit être prêt pour le jour du grand cataclysme dans 3 ans, alors le lendemain, il commence son entraînement et crée une image mentale du seigneur démoniaque contre lequel combattre. Il charge vers cette image mentale, mais après avoir contré quelques attaques, il réalise que son corps est extrêmement faible comparé à avant. Bien que ce soit un peu attendu, puisqu'à ce moment-là, Kyle vivait comme un vrai clochard depuis des années, donc ses capacités de combat sont absolument nulles. Cependant, il semble avoir conservé ses stats de magie accrue du futur, alors il essaie de compenser son manque de force en lançant des sorts de vitesse et de renforcement sur son corps. Malheureusement, cela ne fait pas grand-chose pour corriger son manque de coordination, donc il échoue instantanément. Kyle comprend qu'il doit travailler dur pour rendre son corps assez fort pour supporter sa puissance magique, alors il est déterminé à continuer son entraînement. Pendant ce temps, Liz et Théron l'ont espionné depuis les buissons, et de leur point de vue, Kyle a juste crié et est tombé tout seul toute la matinée, alors il commence à sérieusement s'inquiéter. C'est alors que la mère de Théron, Lela, arrive et veut savoir ce qu'ils fabriquent tous les deux. Ils expliquent que Kyle a travaillé très dur récemment, ce qui est bizarre puisqu'il y a quelques jours, il se moquait complètement de son entraînement. Lela n'a aucune idée de ce qui a causé un changement si radical chez Kyle, mais si elle devait deviner, elle pense qu'il le fait peut-être pour une fille qu'il aime. Entendre cela brise les espoirs de Liz, car Kyle ne lui a rien avoué, alors elle suppose qu'il doit être tombé amoureux de quelqu'un d'autre et se met à le secouer de colère, le faisant vomir. Liz réalise qu'elle est allée trop loin, alors pour se faire pardonner d'avoir secoué Kyle jusqu'à le faire vomir, elle lui prépare son plat préféré pour le déjeuner. Kyle est toujours contrarié d'avoir été secoué comme ça sans raison, mais il est prêt à passer l'éponge puisqu'elle s'est excusée. Bref, comme tout le monde est là, Kyle leur dit qu'il a une question à poser, il veut savoir le meilleur moyen de forcer plusieurs nations à agir. Tout le monde est un peu confus, car c'est une question bizarre à poser pendant le dîner, mais sa mère y réfléchit. Il y a plusieurs façons de forcer les nations à agir, l'une serait d'avoir les rois de son côté ou de devenir une figure influente comme un prêtre ou un héros. Mais si tout échoue, il pourrait toujours se laisser pousser une moustache et commettre des crimes de guerre pour attirer l'attention de la nation. Kyle remercie sa mère pour ses conseils, mais il doit rassembler les dirigeants des nations dans les 2 prochaines années, et parmi toutes les options qu'elle a données, la seule chose qu'il peut raisonnablement accomplir d'ici là est de devenir un grand héros. Kyle se rend dans sa chambre et commence immédiatement à lire tous les livres disponibles pour planifier son parcours, et savoir ce qui va arriver dans le futur est vraiment utile ici, car il peut confirmer quelles légendes sont vraies. C'est alors que Théron entre pour le voir et est impressionné de voir Kyle si concentré sur sa lecture. Il s'assoit sur le lit et demande si Kyle est vraiment sérieux à propos de devenir un héros, car ce n'est pas exactement un titre auquel on peut postuler, mais Kyle en est déjà conscient. Normalement, quelqu'un deviendrait un héros en tuant un roi démon ou quelque chose dans le genre, mais Kyle ne peut pas encore faire ça, alors il doit faire des préparatifs. Il est évident que tous les héros doivent avoir une force incroyable, mais la force seule ne suffira pas. Pour être franc, Kyle dit qu'il a besoin de beaucoup d'argent. Cela ne semble pas très héroïque comme objectif pour Théron, mais Kyle est tout à fait sérieux. En tant que héros, il ne peut pas accepter de récompense pour ses actes héroïques, mais l'équipement et les frais de voyage coûtent cher, alors il va avoir besoin d'une bonne somme d'argent de côté pour y arriver. En plus de ça, il prévoit aussi de gagner la faveur d'autant de personnes influentes que possible pour augmenter sa notoriété, mais ça commence à ressembler à une tentative de devenir un politicien plutôt qu'un héros. Outre l'argent et les relations, Kyle dit aussi qu'il va avoir besoin de beaucoup de chance,
car les héros doivent se trouver au bon endroit au bon moment quand les choses tournent mal. Theron commence à s'inquiéter que Kyle pourrait vraiment prendre la voie de la moustache, mais Kyle l'assure qu'il ne prévoit pas de créer des problèmes juste pour pouvoir sauver la situation, mais il ne nie pas qu'il compte utiliser des tactiques sournoises pour atteindre ses objectifs. Theron ne pense vraiment pas qu'un héros devrait dire des choses comme ça, mais comme ils sont tous les deux là, il demande à Kyle pourquoi il veut devenir un héros. Il sent que devenir un héros est plus un tremplin vers un objectif final pour Kyle, alors il veut savoir quel est cet objectif final. Kyle admet qu'il a ses raisons pour vouloir être un héros, mais il ne peut pas partager cette information pour l'instant, alors Theron va juste devoir lui faire confiance. Le lendemain matin, Kyle parle à Layla et l'informe qu'il partira bientôt en aventure, et Layla pense que c'est une bonne idée, car il est important d'aller découvrir le monde. Elle demande à Kyle s'il en a déjà parlé à sa mère, et Kyle dit qu'il lui en a parlé ce matin. Bien qu'il n'ait pas encore eu l'occasion de parler à Liz, comme Kyle sera absent pendant un moment, Layla lui dit d'emmener Theron avec lui. Kyle avait déjà prévu que Theron l'accompagne, alors il la remercie pour sa permission, mais c'est la première fois que Theron entend parler de tout ça. Ensuite, Kyle va parler à Liz et lui dit qu'il partira dans 2 jours. Elle semble contrariée qu'il parte, mais elle ne veut pas empêcher Kyle d'atteindre son objectif, alors elle lui demande où il va. Kyle lui dit que sa première étape sera la capitale royale, Malade, et une fois qu'il aura obtenu ce dont il a besoin là-bas, le vrai travail commencera. Liz dit soudain qu'elle a une faveur à demander, mais Kyle sait déjà ce qu'elle va dire, alors il lui dit qu'il ne peut pas la laisser venir avec lui. Elle lui demande pourquoi elle ne peut pas venir, alors que Theron l'accompagne. Elle s'est entraînée dur avec les guerriers oracles, alors elle l'assure qu'elle ne sera pas un fardeau. Kyle dit qu'il veut juste être sûr qu'elle est en sécurité, et Liz s'apprête à argumenter, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Kyle l'embrasse et dit qu'à son retour, elle sera la première personne qu'il viendra voir, alors il a juste besoin qu'elle ait un peu confiance en lui. Liz est tellement troublée par le baiser qu'elle ne peut plus argumenter, alors à la place, elle dit à Kyle que tant qu'il promet de ne rien faire de téméraire là-bas, elle est prête à l'attendre. Le lendemain, Kyle doit faire des courses pour les provisions de son voyage, alors il demande à Liz de l'accompagner, mais pendant qu'ils sont en ville, Liz repère une elfe près d'un étal. Liz est intriguée, car il est rare de voir une elfe dans cette région du pays, mais Kyle est encore plus intrigué, car ce n'est pas n'importe quelle elfe, c'est Urza. Kyle se souvient de tout le temps passé avec Urza dans le futur et de son amour si fort qu'elle lui a révélé son vrai nom, ce qui est très important chez les elfes. Il est tellement stupéfait de la voir qu'il laisse échapper son nom, Exi, mais il n'aurait probablement pas dû faire ça, car à cette époque, Urza n'a aucune idée de qui il est. Le fait qu'un humain random connaisse son vrai nom la met en alerte, et elle s'apprête à dégainer son épée contre Kyle. Kyle ne veut pas qu'Urza fasse une scène, alors il lui attrape le bras et essaie de la calmer, mais rien ne marche, alors il est obligé d'utiliser son vrai nom pour l'endormir. Urza tombe alors dans les bras de Kyle, ce qui règle un problème, mais maintenant Kyle doit gérer Liz, qui a tout vu. Kyle dit qu'il a une explication parfaitement valable pour ça, mais, du point de vue de Liz, il vient d'aborder une jolie elfe, l'a endormie en pleine rue et s'apprête probablement à la kidnapper, alors il ne peut pas vraiment se justifier. Après avoir ramené Urza chez lui, il essaie de la convaincre qu'elle a imaginé qu'il disait son vrai nom, mais elle n'est pas assez stupide pour tomber dans le panneau. Elle sait qu'elle l'a entendu le dire, mais les seules personnes censées connaître son vrai nom sont ses parents, alors elle exige de savoir où Kyle l'a appris. Kyle ne peut pas vraiment expliquer que dans 4 ans, lui et Urza deviennent amants, et qu'elle finit par lui révéler son vrai nom, et même s'il le faisait, elle ne le croirait pas. Urza menace de tuer Kyle pour s'assurer qu'il ne révèle son vrai nom à personne, mais Kyle lui demande d'attendre, car il lui expliquera tout en temps voulu. Urza ne peut pas croire que Kyle lui demande de lui faire confiance sur quelque chose d'aussi important que son vrai nom, alors Kyle propose une alternative, il dit qu'il est prêt à conclure un contrat avec Urza pour l'empêcher d'utiliser son vrai nom à mauvais escient. Ce genre de contrat se forme généralement entre humains et esprits, mais dans des cas spéciaux, il peut être utilisé pour lier 2 personnes. Les termes de ce contrat seront que Kyle n'a pas le droit de révéler le vrai nom d'Urza à qui que ce soit ou de l'utiliser à des fins malveillantes, et s'il enfreint les termes à un moment donné, il mourra immédiatement dans d'atroces souffrances. Urza est surprise que Kyle soit prêt à mettre sa vie en jeu, alors elle décide de lui faire confiance pour l'instant, mais elle ne peut pas former le contrat maintenant, car elle aurait besoin d'une pleine lune pour ça, et la prochaine pleine lune est dans 3 semaines, alors elle dit qu'elle devra rester en ville pour garder un œil sur Kyle jusqu'à là. Cependant, Kyle lui dit qu'il quitte la ville demain, alors Urza est obligée de se joindre à lui dans son voyage, car elle ne peut pas risquer de le perdre de vue. Le lendemain, tout le monde a préparé ses affaires, et il s'apprête à partir, alors Kyle dit au revoir à sa mère. Liz va aussi accompagner Kyle maintenant, car elle ne lui fait pas assez confiance pour le laisser voyager seul avec Urza après son comportement étrange quand il l'a vu pour la première fois. Le groupe commence finalement son voyage, et Theron commence presque immédiatement à flirter avec Urza, car il ne s'attendait pas à ce qu'une si jolie fille se joigne à leur groupe par hasard. Cependant,
Ursa insiste sur le fait qu'elle ne fait pas partie de leur groupe, elle les accompagne juste parce qu'elle doit rester près de Kyle jusqu'à ce qu'ils aient formé leur contrat, mais personne ne l'écoute vraiment. Bref, avec Ursa dans leur groupe, Kyle dit qu'ils n'ont plus besoin de se rendre directement à la capitale royale. À la place, ils se dirigent vers les montagnes de Sangar pour trouver le labyrinthe de la reine magique. Theron ne pense pas que ça vaille le coup d'y aller, car ils ont tous entendu les légendes, et ce labyrinthe est si grand qu'ils ne trouveront jamais le trésor. Kyle les assure qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il a préparé une carte détaillée pour les guider à travers le labyrinthe. Kyle a fait la carte en utilisant ses souvenirs de son aventure dans le labyrinthe dans le futur, mais comme le labyrinthe est encore inexploré à cette époque, les autres ont du mal à croire que Kyle a réussi à obtenir une vraie carte, alors ils pensent qu'il s'est fait arnaquer. Ursa se sent un peu désolée pour Kyle, alors elle invente quelque chose sur le papier étant du papier d'arbre magique vieux de 1000 ans pour le rendre plus crédible. Kyle a très certainement obtenu ce papier d'un livre random à la bibliothèque, alors il sait qu'Ursa ment, mais les autres ne le savent pas, et ils font plus confiance à Ursa qu'à Kyle, alors ils croient immédiatement que la carte est authentique. Mais même avec la carte, le labyrinthe est si vaste qu'il leur faudra une éternité pour atteindre le trésor. Cependant, Kyle a déjà pensé à une solution pour ça aussi, alors il dit à tout le monde qu'ils vont creuser un tunnel. Il commence immédiatement les préparatifs du tunnel, et avec ça, ils devraient pouvoir éviter tous les pièges mortels du labyrinthe. Ils ont même Ursa qui les aide avec un esprit de la terre pour renforcer le tunnel et éviter qu'il ne s'effondre, et elle semble très motivée pour une raison quelconque, alors elle pousse Kyle et Theron à travailler encore plus dur. Après une longue journée de creusage, tout le monde retourne au camp où Liz a préparé un délicieux repas. Tout le monde adore la nourriture, alors Liz leur dit qu'ils peuvent en reprendre autant qu'ils veulent, après tout, elle avait beaucoup d'ingrédients avec lesquels travailler. Ursa demande à Liz si c'est elle qui a attrapé l'ours, car elle ne pensait pas que Liz était douée avec les armes, mais Liz dit qu'elle n'a pas utilisé d'armes, elle a juste battu l'ours à mort à main nue, ce qui est complètement normal pour elle. Après le dîner, Ursa utilise un peu de sa magie spirituelle pour créer un bain chaud artificiel au milieu de la montagne, alors elle et Liz y trempent. Et pendant qu'elles y sont, Kyle doit faire tout son possible pour empêcher Theron de sauter par-dessus le mur pour les espionner. Le lendemain, tout le monde reprend le travail sur le tunnel, mais pendant que les autres font une pause, Ursa s'approche de Kyle et exige de savoir pourquoi il veut tant devenir un héros. Elle sait que les autres ne lui ont pas posé de questions parce qu'ils font confiance à son jugement, mais Ursa ne lui fait pas du tout confiance. Elle veut savoir ce qui le pousse à travailler si dur, car aucune personne normale n'irait aussi loin juste pour devenir un héros. Pendant tout ce temps où il creusait le tunnel, Kyle a porté des anneaux qui rendent son corps 9 fois plus lourd que d'habitude, pourtant, il ne s'est jamais arrêté ni plaint. Elle demande si ces raisons ont un lien avec la façon dont il connaît son vrai nom, mais avant qu'Ursa ne puisse obtenir une réponse, l'appel de Kyle frappe le mur de la chambre au trésor, alors il l'interrompt et lui demande d'aller chercher les autres. Une fois que tout le monde est arrivé, Kyle défonce le mur, et ils sont accueillis par une énorme pile de trésors. Theron est fou de joie, car avec autant d'argent, il n'aura plus jamais besoin de travailler, mais pendant qu'il nage dans les pièces d'or, Kyle s'éclipse seul, car il y a un trésor secret caché dans ce labyrinthe qu'il doit trouver. Il se dirige vers l'une des pièces du fond, et là, il trouve l'épée légendaire qu'il a accompagnée dans tant de batailles dans le futur. Et alors qu'il s'approche de la lame, l'avatar de l'épée apparaît. Sylvie commence son discours, félicitant le courageux challenger qui a surmonté les épreuves du labyrinthe, mais Kyle lui couvre soudainement la bouche pour la faire taire car il ne veut pas que ses amis découvrent son existence pour l'instant. Sylvie se met en colère et lui crie dessus pour avoir osé la traiter avec un tel manque de respect, mais il ne s'agit pas de manque de respect, il a juste vraiment besoin qu'elle se taise pendant une seconde. Une fois que Sylvie s'est calmée, Kyle lui dit qu'il sait qu'elle est une copie de la reine de Seldonia, Sarl, et qu'il n'a pas vraiment traversé tous les pièges qu'elle a mentionnés dans le labyrinthe, il a juste trouvé un raccourci pour entrer rapidement. Sylvie n'arrive pas à croire que Kyle ait pu tromper son labyrinthe si facilement, et Kyle adorerait expliquer comment il a su arriver ici, mais ce serait plus rapide de simplement passer l'épreuve finale pour qu'elle puisse voir par elle-même. L'épreuve finale en question consiste à ce que Kyle tire l'épée pour que Sylvie puisse lire ses souvenirs, et quand elle le fait, elle obtient un récapitulatif complet de toutes les tragédies qui vont se produire dans le futur, jusqu'au moment où Kyle touche le cœur du dragon et est renvoyé dans le passé. Elle a du mal à croire que ce qu'elle vient de voir est vrai car elle ignorait que la magie temporelle pouvait être utilisée à une telle échelle, mais si tout cela était dans les souvenirs de Kyle, alors cela doit être vrai. Juste à ce moment, les autres réalisent que Kyle manque à l'appel, alors ils partent à sa recherche, mais Kyle ne les a pas encore informés de tout cela, alors il demande à Sylvie de simplement jouer le jeu et d'agir normalement. Il attrape l'épée, et alors que ses amis approchent, il crie avec excitation qu'il a trouvé une épée intelligente. Peu après, Sylvie a été présentée à tout le monde, et elle profite actuellement de quelques cookies de Liz, car cela fait des siècles qu'elle n'a pas pu manger de vraie nourriture. Liz demande à Sylvie si elle est vraiment la reine magique, mais pour être plus exact,
Sylvie n'est qu'une partie de l'arène magique. Elle est une forme de vie magique créée pour évaluer les personnes qui finiraient par trouver ce trésor, et si elle les avait jugés indignes, elle aurait dû faire exploser tout cet endroit, mais elle trouve Kyle intéressant, donc il a son approbation pour l'instant. Elle leur dit aussi d'emporter ce sac car il est directement connecté au coffre au trésor. Comme Kyle a obtenu le trésor dont il avait besoin, lui et les autres se dirigent vers la capitale royale, et pendant qu'ils sont là, Sylvie essaie sans cesse de s'échapper pour tester tous les stands de nourriture, mais Théron ne veut pas qu'elle se perde. La raison pour laquelle ils sont venus ici est qu'ils ont besoin de nouveaux équipements, et Kyle connaît l'endroit parfait pour cela. Il conduit tout le monde à une armurerie au centre de la ville, et cet endroit est assez exclusif. Alors, quand ils entrent, le réceptionniste leur demande s'ils ont une lettre de recommandation ou quelque chose du genre car des enfants comme eux ne pourraient jamais se permettre d'acheter quoi que ce soit ici. Kyle se souvient que ce magasin nécessite des frais d'adhésion pour obtenir un service, mais avec tout le trésor qu'ils ont maintenant, les frais d'adhésion ne sont pas quelque chose dont il doit s'inquiéter. Il tend au réceptionniste quelques pièces d'or du coffre au trésor, et le réceptionniste a du mal à croire ce que Kyle vient de lui donner, mais il a bien payé les frais, alors il dit à Kyle et aux autres qu'ils peuvent entrer maintenant. Une fois à l'intérieur, ils sont présentés au propriétaire du magasin, Fesba, et il propose de les aider à choisir l'équipement dont ils ont besoin. Sylvie remarque quelques épées sur le mur et les reconnaît comme étant certaines des œuvres de Milena. Fesba est surpris qu'elle puisse le dire d'un simple coup d'œil, mais elle a raison, ces épées ont été fabriquées par le grand artisan Milena des temps anciens. Cependant, Sylvie a déjà rencontré Milena auparavant, et son travail n'était pas le meilleur, mais il faisait une crise à chaque fois qu'elle le critiquait. Fesba est confus par ce que Sylvie vient de dire, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Kyle intervient et l'éloigne car ils ne peuvent pas laisser qui que ce soit découvrir quelle est la reine de la magie. Quoi qu'il en soit, Fesba commence à faire visiter le magasin à tout le monde, et pour Kyle, il suggère cette armure en écaille de dragon, fabriquée à la main par des dizaines de travailleurs sous-payés et bourrés de magie de résistance. Kyle apprécie vraiment le côté pratique de l'armure, alors il décide de l'acheter. Fesba est choqué qu'ils prennent la décision si rapidement car cette chose est vraiment chère. Kyle demande à Théron s'il aimerait aussi obtenir une armure de dragon, mais Théron ne veut pas porter un costume assorti avec Kyle, alors il dit qu'il prendra autre chose. Kyle est d'accord avec ça, et comme tout le monde est déjà là, Kyle leur dit qu'ils peuvent prendre tout ce dont ils pensent avoir besoin. Les autres choisissent des choses comme des bracelets spirituels, des gantelets pour Liz et un équipement armé pour Théron pour augmenter sa puissance, bien que cela ne fasse absolument rien pour son charisme. Maintenant qu'ils ont obtenu tout l'équipement dont ils auront besoin, Kyle demande à Fesba s'il a des pierres magiques en stock. Alors, Fesba lui montre l'un de ses articles les plus populaires, une pierre magique enchantée avec de la magie d'explosion, la rendant très utile en combat offensif. Les pierres d'explosion sont géniales, mais Kyle espérait en fait quelque chose d'efficace contre les monstres de type reptile, alors Fesba lui montre une pierre magique enchantée avec un sort de froid. Les lézards sont faibles contre le froid, donc cela devrait être assez efficace contre eux. Cependant, il est difficile d'enchanter une pierre magique avec un sort de froid, donc celles-ci sont plutôt chères. Kyle ne se donne même pas la peine de demander le prix, il dit simplement qu'il veut acheter toutes les pierres de froid que Fesba a en stock. Il veut aussi toutes les potions de soins de Fesba, et Fesba est sans voix. Acheter toutes ces potions coûterait une somme astronomique. Kyle est d'accord, et comme c'est un peu impratique de transporter toutes les pièces ici, il pose plutôt sur la table un sac de gemmes valant 10 millions de pièces et dit qu'ils seront quittes. Après cela, Kyle et les autres quittent le magasin, mais Théron est un peu inquiet que des rumeurs sur leur richesse commencent à se répandre, et il ne voudrait pas que le fisc frappe à leur porte. Kyle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car il quitte la capitale demain, mais les autres sont surpris car ils ne savaient pas que leur séjour ici serait si court. C'est la première fois que Liz ou Théron viennent à la capitale, et ils veulent en profiter au maximum, alors Théron s'enfuit pour vivre ses rêves de grande ville, et Urza dit à Liz qu'elle lui fera visiter la ville. Sylvie essaie aussi de s'échapper pour goûter d'autres snacks, mais Kyle l'arrête car il y a quelque chose dont ils doivent discuter tous les deux pendant que les autres sont partis. Kyle ramène Sylvie à l'auberge, et une fois à l'intérieur, il lui demande si elle pense que l'avenir peut vraiment être changé. Mais Sylvie trouve sa question stupide car l'avenir n'a jamais été gravé dans le marbre pour commencer. D'après elle, le sort qui a ramené Kyle dans le temps a probablement extrait son âme de sa chronologie actuelle et l'a placé à un point antérieur dans une chronologie différente. Parce que le cœur de dragon qu'il a utilisé comme catalyseur est en sa possession, même si le cœur de dragon de cette chronologie est toujours quelque part là-bas. La seule présence de Kyle dans cette chronologie est vouée à provoquer des changements, mais à ce rythme, la grande invasion est toujours vouée à se produire à un moment donné, donc ils devront faire quelque chose à ce sujet. Savoir que ces actions peuvent changer le cours du destin est suffisant pour Kyle, alors il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver le monde. Mais il y a encore une chose qui le rend curieux, il y a actuellement 2 cœurs de dragon dans ce monde à cause du voyage dans le temps. Si c'est comme ça que ça marche, alors Kyle se demande pourquoi il n'y a qu'un seul de lui ici.
Sylvie a aussi une théorie à ce sujet, alors elle parle à Kyle de l'une des formes de magie les plus interdites qui soit, la fusion d'âmes. Dans ce monde, la puissance magique maximale d'une personne est déterminée à la naissance, et aucun entraînement ne peut changer cela. Mais à l'apogée de Seldonia, ils ont découvert que la puissance magique d'une personne pouvait être augmentée en fusionnant deux âmes ensemble. Naturellement, ils ont effectué des expériences sur des nourrissons avec des âmes artificielles, mais cela s'est terminé par un échec catastrophique, donc la fusion d'âmes a été catégorisée comme magie interdite. Concernant ce qui est arrivé à Kyle, Sylvie pense que les âmes du Kyle du futur et du Kyle du passé ont été fusionnées, et heureusement, comme ils étaient exactement les mêmes, cela semble s'être produit sans complications majeures. En conséquence, sa puissance magique a pratiquement doublé, donc Kyle devrait être bien plus fort que dans la chronologie précédente. Il pourrait même être capable d'utiliser la forme de magie la plus élevée, mais savoir s'il peut la maîtriser est une autre histoire. C'est un cas sans précédent, donc Sylvie n'a aucune idée des implications ou des effets secondaires que cela pourrait avoir sur Kyle. Cela dit, elle lui dit qu'elle lui donnera des conseils si quelque chose survient, donc il ferait mieux de lui dire dès qu'il ressent quelque chose d'anormal. Plus tard dans la nuit, Liz et Urza reviennent de leur visite, et Liz est prête à aller dormir, mais Urza dit qu'elle restera debout un peu plus longtemps car elle apprécie la vue de la pleine lune, cela n'arrive qu'une fois par mois. Attendez, la seule raison pour laquelle elle est ici est qu'elle devait rester près de Kyle jusqu'à la pleine lune pour pouvoir effectuer le contrat, mais elle a complètement oublié, et la nuit est presque terminée, donc elle doit trouver Kyle rapidement. Kyle était dans la forêt en train de s'entraîner avec Sylvie quand Urza arrive soudainement en courant vers lui. Elle lui rappelle que ce soir c'est la pleine lune, donc il doit faire le rituel du contrat maintenant. Kyle avait complètement oublié ça, et il est toujours prêt à honorer le contrat, mais il s'est entraîné pendant des heures et était sur le point d'aller dormir, alors il lui demande s'ils ne peuvent pas simplement le faire le mois prochain. Urza refuse car elle ne peut pas laisser les choses en l'état, alors Kyle finit par accepter, et Urza commence à dessiner le cercle du contrat. En grandissant, Urza a toujours vu le contrat d'application comme un signe d'engagement entre amoureux, et elle le voyait toujours fait lors des mariages dans son village, alors elle avait espéré pouvoir en faire l'expérience un jour, mais elle n'aurait jamais pu s'attendre à ce que cela arrive comme ça. Elle finit par terminer le cercle, alors elle dit à Kyle qu'elle est prête à commencer. Cependant, Kyle dort depuis un moment maintenant. Urza lui crie de se réveiller parce qu'ils doivent faire ça avant la fin de la nuit, alors Kyle se réveille, et ils se tiennent tous les deux au milieu du cercle. Kyle se souvient comment lui et Urza ont effectué la cérémonie quand ils se sont mariés dans l'autre chronologie, alors après avoir promis de ne pas utiliser le vrai nom d'Urza pour le mal, il s'avance et l'embrasse. Urza est tellement stupéfaite qu'elle ne réagit pas au début, mais quand elle comprend enfin ce qui se passe, elle repousse Kyle et exige de savoir ce qu'il croit faire. Kyle ne comprend pas pourquoi elle est si contrariée puisque ce n'est que la dernière étape pour sceller le contrat, mais Urza lui dit qu'il n'y a un baiser à la fin que lorsque le contrat est fait pour un mariage, et ce n'était pas censé être un contrat de mariage, donc Urza est furieuse. Le lendemain matin, Kyle et les autres commencent à quitter la capitale. Liz remarque que les autres ont l'air terriblement fatigués. Kyle dit que lui et Urza sont restés debout tard à cause d'un petit incident, mais Urza ne veut pas en parler. Quant à Teron, il est resté debout toute la nuit à essayer de trouver une petite amie, mais même s'il est riche maintenant, il n'a pas eu cette chance. Quoi qu'il en soit, le groupe se dirige maintenant vers Archamp, mais Kyle ne voulait pas expliquer pourquoi, alors il a simplement dit à tout le monde que Sylvie a une capacité prophétique qui a dit qu'il devrait y aller. En arrivant à Archamp, le groupe arrive justement au moment où la princesse Milena fait une visite de la ville. Milena est une princesse gentille, aimée de tout son peuple, donc les autres sont excités de la voir, mais Kyle est le seul à savoir que dans 2 jours, Milena est destinée à mourir. Dans 2 jours, la caravane de Milena se dirigera vers le village de Sen, et en chemin, elle sera attaquée par une hydre et tuée. Sen a récemment été attaquée par une hydre, donc le plan de Milena était d'y aller pour montrer son soutien à la région, ce qui a finalement conduit à sa perte. Kyle pense que ce qui est arrivé est le résultat naturel de ses mauvais choix puisqu'aller au village de Sen alors qu'il est encore dangereux, même par gentillesse, était une décision stupide. Sylvie demande s'il est possible que Milena ait été assassinée et que cela ait été maquillé pour ressembler à une attaque de monstre, et Kyle admet qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le frère de Milena, le prince Carinus, était derrière ça, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée concernant son implication. Cela a finalement été considéré comme un accident malheureux, et Kyle compte utiliser cet accident malheureux à son avantage, donc il deviendra un héros. Mais il devra faire attention à la manière dont il s'y prend, car il doit donner l'impression que son intervention est naturelle lorsqu'il la sauvera, mais il n'a aucune idée de l'endroit ni du moment exact où l'attaque aura lieu, il devra donc garder un œil sur la princesse. À ce moment-là, Teron entre dans la pièce, déçu d'avoir passé les dernières heures à essayer de déterminer l'itinéraire de la princesse Milena pour le lendemain sans rien trouver. Kyle est surpris et demande pourquoi Teron s'intéresse autant à l'itinéraire de Milena. Teron explique alors qu'il prévoit de suivre Milena partout et que dès qu'elle sera en danger,
il se précipitera pour la sauver afin qu'elle tombe amoureuse de lui. Kyle est déçu d'avoir eu la même idée que quelqu'un comme lui, mais pour être clair, Kyle explique qu'il ne suit pas Milena pour une raison sinistre. Il a simplement des raisons de croire qu'elle pourrait être en danger, donc il doit s'assurer qu'elle reste en sécurité. Theron est enthousiaste lorsqu'il réalise que Milena est vraiment en danger, car cela signifie que s'il la suit assez longtemps, il aura une chance de lui sauver la vie. Le lendemain matin, la caravane de Milena part, et Kyle et les autres attendent dans la forêt afin de pouvoir la surveiller. Cependant, Urza demande à Kyle comment ils vont s'y prendre, car ils ne peuvent pas s'approcher de Milena sans attirer trop l'attention. Heureusement, Sylvie a le pouvoir idéal pour cette tâche, et elle se transforme en faucon et se pose sur l'épaule de Kyle. Les autres sont stupéfaits, car ils ne savaient pas que cela était possible, mais Sylvie explique que son véritable corps est la gemme à l'intérieur de l'épée et que sa forme physique n'est qu'une manifestation de son énergie magique, ce qui lui permet de se transformer en tout ce qu'elle veut. Sous la forme d'un faucon, personne ne peut la remarquer alors qu'elle suit le carrosse de Milena. De plus, elle peut transmettre en temps réel ce qu'elle voit aux autres grâce à sa gemme. Urza est impressionnée par la polyvalence de Sylvie, car avec un tel pouvoir, il serait possible d'espionner n'importe qui à son insu. Quelques instants plus tard, Sylvie informe tout le monde qu'il se passe quelque chose d'étrange, mais ce ne sont pas des monstres comme Kyle le pensait. Au lieu de cela, les conducteurs du carrosse de Milena s'arrêtent soudainement et commencent à attaquer les gardes de Milena sans raison. La situation est vraiment grave, alors Kyle dit aux autres qu'ils doivent se dépêcher avant qu'il n'arrive quelque chose de grave à la princesse. Près de la calèche, les cochers viennent de finir d'éliminer tous les gardes de Milena, alors ils passent à l'étape suivante de leur plan, recouvrir la calèche d'une poudre mystérieuse. À ce moment-là, Kyle et les autres arrivent, et avant même que les cochers aient le temps de réagir, Kyle utilise un sort de hâte pour se précipiter vers eux et les assommer tous les deux en un instant. Maintenant que les gardes sont hors d'état de nuire, les autres les ligotent afin de pouvoir les interroger plus tard, et Theron va vérifier à l'intérieur de la calèche si la princesse va bien. Elle semble inconsciente, mais à part cela, elle est heureusement indemne. Cependant, la garder dans cet état pourrait s'avérer plus difficile qu'il ne le pensait, car le groupe est soudainement encerclé par une horde de chiens de l'enfer. Ils font tous de leur mieux pour repousser les chiens de l'enfer, mais ils sont si nombreux que quelques-uns parviennent à se faufiler et à s'attaquer aux cochers inconscients. Le plan de Kyle consistant à les interroger tombe à l'eau, mais le groupe a des problèmes plus importants à régler, car s'ils ne font pas quelque chose rapidement, la même chose pourrait arriver à la princesse Milena. Kyle demande à Theron s'il peut conduire la calèche pour qu'il puisse partir, mais les rênes ont été coupées et il lui faudra au moins quelques minutes pour les réparer. Soit dit en passant, ce sont les chevaux les plus nonchalants que j'ai jamais vus. Peu après, Kyle entend des pas lourds se diriger vers eux, et si c'est bien ce qu'il pense, alors la situation est vraiment grave. Il dit à Theron de rester près de la princesse et de la protéger quoi qu'il arrive, tandis que les autres doivent continuer à repousser les loups. Quant à lui, il dit qu'il va sortir pour s'occuper seul de ce qui arrive. Liz s'y oppose et dit à Kyle que c'est trop risqué, mais il répond qu'il est le seul à avoir une chance de le vaincre et promet de ne rien faire de trop imprudent. Liz et les autres n'ont d'autre choix que de faire confiance à Kyle, alors ils retournent combattre les chiens de l'enfer pendant qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Pendant que Kyle court, Sylvie lui demande s'il pense vraiment pouvoir vaincre une hydre tout seul, et il est assez confiant quant à ses chances de réussite. En ce qui concerne les hydres, leur force est déterminée par le nombre de têtes qu'elles ont, et Kyle en a déjà vaincu une qui en avait 3, donc tant qu'il n'y en a pas plus, il devrait s'en sortir. Kyle finit par affronter l'hydre, et après l'avoir rapidement examiné, il compte 1, 2, 3, 4, bon, ça fait bien plus que 3 têtes. L'hydre a 8 têtes au total, et Kyle n'avait pas vraiment pris cela en compte, alors Sylvie lui demande s'il ne devrait pas s'enfuir. Cependant, il est trop tard pour battre en retraite, alors Kyle n'a pas d'autre choix que d'affronter l'hydre. Les hydres ont des schémas d'attaque simples, donc les esquiver ne sera pas trop difficile, mais l'hydre possède également des écailles qui la rendent pratiquement immunisée contre les coups d'épée. Cependant, ce n'est même pas le pire dans le combat contre une hydre, elle crache également un poison incroyablement puissant qui tue tous les êtres vivants qui entrent en contact avec lui. Normalement, être touché à bout portant serait synonyme de mort certaine, mais la résistance au poison de l'armure de dragon s'avère très utile dans cette situation. Kyle savait qu'il aurait probablement à affronter une hydre ici, c'est pourquoi il a dépensé autant d'argent pour acheter tous ces cristaux magiques, et ces sorts de froid vont lui être très utiles ici. Il lance l'un des cristaux de froid sur l'hydre, et une fois le sort activé, celui-ci gèle l'hydre sur place, ce qui laisse à Kyle suffisamment de temps pour lui lancer un cristal explosif et lui infliger des dégâts considérables. La combinaison de la magie de glace et de l'explosion suffit à affaiblir les écailles de l'hydre, et Kyle parvient alors à lui couper une tête. Sylvie est impressionnée par la façon dont Kyle tient tête à l'hydre, mais le combat est loin d'être terminé, car en plus de toutes ses autres capacités, l'hydre est également capable de se régénérer, et il ne suffit donc pas de lui couper la tête pour l'achever. Kyle continue de lancer ses pierres de glace sur l'hydre pour l'affaiblir,
mais il n'en a plus qu'une seule et la régénération de l'hydre ne semble pas ralentir. Kyle doit donc l'achever rapidement d'un coup final. Il a un plan en tête, mais celui-ci est risqué, il n'aura donc droit qu'à un seul essai. Il serre toutes les pierres explosives restantes dans sa main et se lance un sort de hâte afin de pouvoir foncer droit sur l'hydre. Il lui ouvre alors un trou dans la poitrine et y enfonce son poing avec les pierres explosives. L'hydre le repousse peu après, mais il est déjà trop tard, car Kyle a atteint son objectif. Toutes les pierres explosives qu'il a placées dans l'hydre se sont activées, provoquant une énorme explosion qui a complètement détruit l'hydre. Kyle a ainsi remporté sa première bataille en tant que héros, mais il est malheureusement couvert des entrailles de l'hydre. De retour à la calèche, les autres ont enfin fini d'éliminer les chiens de l'enfer et veulent aller aider Kyle, car ils s'inquiètent pour lui, mais un instant plus tard, Kyle sort des buissons et ils sont soulagés de voir qu'il est indemne. Ils trouvent incroyable qu'il ait réussi à tuer une hydre tout seul, mais leur enthousiasme diminue sensiblement lorsque Kyle s'approche, car il sent mauvais. Ils sont tout de même heureux qu'il soit revenu vivant, mais tant qu'il ne se sera pas lavé, ils ne veulent pas s'approcher de lui et s'enfuient. Après s'être lavé pendant quelques minutes, Kyle retourne vers les autres près de la calèche et leur demande comment ça se passe. Tout va bien, mais Milena et ses servantes sont toujours inconscientes. Kyle suppose qu'elles ont dû être droguées, car elles sont inconscientes depuis longtemps, alors il demande à Urza d'utiliser un peu de la potion antidote qu'il a achetée pour voir si ça marche. Pendant qu'Urza s'occupe de cela, Théron jette un œil autour de la calèche et trouve un étrange sac posé par terre à l'extérieur. Kyle suppose que les conducteurs ont dû utiliser la poudre qu'il contenait pour attirer les monstres ici afin de pouvoir tuer Milena et faire passer sa mort pour un malheureux accident. En d'autres termes, lorsque Milena est morte dans la ligne temporelle passée, ce n'était pas seulement un malheureux accident, mais un assassinat soigneusement planifié. Pendant ce temps, dans la ville, le prince Karena et le capitaine des chevaliers se trouvent ensemble dans une pièce sombre. Lorsqu'une des cartes posées sur la table s'assombrit, Zento déclare qu'il est temps d'envoyer une escouade pour vérifier si la mission a été couronnée de succès. À la tombée de la nuit, Milena se réveille enfin après avoir été sous sédatif. Elle ouvre les yeux et est surprise de constater qu'elle est toujours en vie. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir été droguée et endormie, elle était donc certaine que ce serait le jour de sa mort, mais il semble que la chance soit encore de son côté. Elle demande si ce sont eux qui lui ont sauvé la vie, et Théron tente immédiatement de s'attribuer tout le mérite, jusqu'à ce que Lise l'assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit qui les ridiculiserait. Kyle s'incline devant Milena et explique que lui et ses amis se trouvaient à proximité lorsqu'ils ont vu les gardes de Milena se faire attaquer par les chauffeurs, alors ils sont intervenus et lui ont sauvé la vie. Un instant plus tard, les servantes de Milena se réveillent, et Arka la voit parler à Kyle, alors son premier réflexe est de se placer devant Milena pour la protéger. Si seulement elle avait eu cette énergie lorsque Milena a été droguée. Mais Arka est simplement sincèrement inquiète pour la sécurité de Milena, surtout après ce qui s'est passé plus tôt. Milena lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car Kyle ne semble pas être une mauvaise personne, et même si elle ne sait pas grand-chose de lui, elle sait qu'elle ne serait pas en vie aujourd'hui sans son aide, alors elle le remercie sincèrement. Elle se lève parce qu'elle veut voir la situation à l'extérieur, et Kyle la prévient que ce n'est pas beau à voir, mais qu'elle doit constater l'état actuel des choses de ses propres yeux. Après avoir examiné les chauffeurs, elle demande à Kyle si l'un de ses gardes a survécu, mais malheureusement, ils ont tous été tués avant l'arrivée de Kyle et des autres, et Milena et ses servantes sont les seules survivantes. À ce moment-là, Sylvie informe Kyle qu'un groupe de soldats d'Arkin se dirige vers eux, alors Kyle transmet l'information à Milena, mais dès qu'elle apprend que la garde du roi est en route, elle panique et dit à Kyle qu'ils doivent partir immédiatement. Kyle est surpris par sa réaction, car il pensait qu'elle serait heureuse d'apprendre que des soldats de son royaume venaient à son secours, mais elle lui dit que ces soldats ne sont pas là pour la sauver, mais probablement pour s'assurer qu'elle est bien morte. Elle y a réfléchi et pense que la personne derrière la tentative d'assassinat est très probablement le commandant du 2e bataillon, Zento, et elle est sûre que Zento a dû ordonner à ses soldats de la tuer à vue, elle ne peut donc pas les laisser la trouver vivante. Milena ordonne à Arka de brûler tous les corps afin de faire croire aux soldats que la princesse se trouve parmi les cadavres, et demande à tout le monde de monter dans la calèche afin de quitter les lieux au plus vite. Tout le monde est perplexe, mais ils obéissent aux ordres de Milena. Juste avant de monter dans la calèche, Théron jette le sac de poudre attirant les monstres dans les flammes dans l'espoir de retarder les soldats avec une attaque soudaine de monstres. Une fois cela fait, Arka prend les rênes de la calèche et tout le monde s'en va, mais Kyle se demande ce qu'il doit faire ensuite, car il ne pensait pas se retrouver impliqué aussi rapidement dans une affaire aussi grave qu'un complot visant à assassiner la princesse. Kyle demande à Milena si elle est absolument certaine que Zento est derrière tout cela, mais elle sait ce qu'elle a entendu. Hier, elle a été droguée par le prince et Zento, et avant de perdre connaissance, elle a entendu son frère se réjouir qu'elle soit tombée dans le piège. Il ne lui restait plus qu'à la mettre dans une calèche en direction de Saint et à dire à tout le monde qu'elle avait bêtement choisi de s'y rendre malgré le danger, et elle finirait bientôt par servir de nourriture aux monstres. Elle savait que son frère était un salaud cupide, mais elle ne l'avait jamais vraiment considéré comme une menace,
car il était tellement incompétent. Cependant, avec Zento à ses côtés, il pourrait devenir un véritable problème. Normalement, Mileena était escortée par Quirion, du 5e bataillon, pour assurer sa sécurité, mais comme Quirion était très populaire, elle était souvent appelée à participer à des cérémonies dans la capitale royale. Cette fois-ci, c'est donc Zento qui était chargé de protéger Mileena. Maintenant qu'elle y repensait, elle aurait probablement dû se méfier du fait que son frère l'accompagnait, car il n'avait aucune raison d'être là. Kyle a encore du mal à croire que Zento ait vraiment été impliqué dans la tentative d'assassinat, mais il est certain que Mileena ne ment pas, il doit donc accepter que Zento soit désormais son ennemi. Il dit à Mileena que puisque la tentative d'assassinat a échoué, ils vont certainement essayer autre chose, et connaissant Zento, il a probablement déjà élaboré un plan de secours. Il va très probablement essayer de faire porter le chapeau à Kyle et aux autres et de les faire passer pour des criminels odieux qui ont massacré les gardes de Mileena pour l'atteindre. La chose la plus intelligente à faire pour eux serait d'abandonner Mileena pour assurer leur propre sécurité, mais il est un peu trop tard pour cela, alors Mileena leur dit qu'elle les récompensera généreusement une fois qu'ils seront rentrés sains et saufs dans la capitale royale. Le bon côté des choses, c'est qu'ils ont quelques atouts en leur faveur, comme le fait que le 5e bataillon de Quirion doit arriver à Harkin demain matin, et qu'une fois qu'ils auront découvert que Mileena n'est pas là, Quirion viendra certainement la chercher. Kyle demande si ce serait grave que le bataillon de Quirion tombe sur celui de Zento, mais Mileena répond que les deux bataillons sont à peu près égaux en force, donc cela causerait plus de problèmes à Zento qu'à eux. Si tel est le cas, Theron suggère qu'il pourrait simplement se cacher à Saint jusqu'à ce que la situation se calme, mais Kyle ne pense pas que ce soit une bonne idée, car Zento détruirait probablement tout le village pour garder le silence. Liz demande s'il irait vraiment aussi loin, mais il a déjà tué plusieurs gardes royaux pour atteindre Mileena, il est donc logique qu'il ne s'arrête pas face à une centaine de villageois. C'est risqué, mais Kyle pense que la meilleure chose à faire pour l'instant serait de retourner à Harkin, car la ville compte plus de 10 000 habitants et Zento ne pourrait en aucun cas tous les tuer. De plus, s'ils parviennent à rejoindre le bataillon de Quirion, ils auront peut-être une chance de survivre. Mileena est d'accord avec le plan de Kyle, mais s'ils font demi-tour maintenant, ils vont forcément croiser les hommes de Zento, alors elle lui demande s'il a un plan pour les éviter. Kyle explique calmement qu'il prévoit de passer en force à travers les hommes de Zento. Ils arrêtent la calèche pour se préparer, et grâce à la surveillance de Sylvie, ils découvrent que Zento n'est pas avec son bataillon. Comme Zento n'est pas là, ils n'ont qu'à se concentrer sur la défaite des soldats ordinaires, et heureusement, Kyle a déjà un plan pour cela, mais il implique beaucoup de pierres explosives. Ils ne peuvent pas garantir que Mileena ne sera pas blessée par les ondes de choc, alors Liz lui donne une boîte de potions de guérison de haute qualité et lui dit d'en boire une si elle est blessée. Mileena est un peu choquée par la quantité d'équipement dont dispose l'équipe de Kyle, car tout cela a dû coûter une fortune, et c'est le cas, mais l'argent n'est pas un problème pour eux. Pendant ce temps, dans la capitale, le prince panique parce que la tentative d'assassinat a échoué. Zento lui assure qu'il a déjà envoyé ses hommes pour achever la princesse, mais le prince veut savoir pourquoi Zento n'est pas sur le terrain avec son bataillon pour la rechercher. Zento explique que Quirion va arriver demain matin et que lorsqu'elle se rendra compte que la princesse n'est pas là, elle posera forcément des questions au prince à son sujet, et que le prince est incapable de réfléchir rapidement, donc Zento doit être à ses côtés pour lui trouver une excuse. Le prince ne peut pas contester cela, mais il rappelle à Zento que maintenant qu'il est impliqué dans son plan, il ne tolérera plus aucune erreur de sa part. Alors que les soldats continuent de poursuivre la calèche de Mileena, l'un des éclaireurs qu'ils ont envoyé en avant revient en courant pour signaler qu'il vient de voir la calèche faire demi-tour et qu'elle devrait donc bientôt arriver dans leur direction. Le commandant en second ordonne à tout le monde de s'arrêter et de dégainer leurs arcs pour intercepter la calèche, mais au moment où celle-ci apparaît, plusieurs pierres explosives tombent du ciel. Il s'agit d'une frappe aérienne soigneusement orchestrée avec l'aide de Sylvie, et maintenant que les soldats sont désorientés, la calèche traverse le chaos. Urza utilise la magie du vent pour protéger la calèche de la magie explosive, tandis que Theron s'amuse comme un fou à lancer des pierres explosives sur les soldats. Ce n'est pas la manière la plus élégante de procéder, mais bon, au moins ça a marché. Cependant, une fois que le commandant en second a repris ses esprits, il ordonne à tous les soldats encore en vie de se relever et de poursuivre le carrosse. Ils doivent continuer à avancer pour éviter d'être capturés. Malheureusement, à cause des explosions, l'une des roues du carrosse a été arrachée, et il est impossible de la réparer à temps. Ils vont donc devoir continuer sans elle. Liz dit à la princesse et à ses servantes qu'elles peuvent monter à cheval, et Kyle prévoit d'utiliser le sort de marcheur des vents d'Urza pour augmenter sa vitesse suffisamment pour les suivre à pied, mais il est impossible qu'il puisse distancer les soldats restants de cette manière. Il dit que quelqu'un va devoir rester derrière pour servir de leurre, et cette personne est Theron. Theron s'est affairé à essayer de réparer la calèche, mais Kyle lui dit que c'est son travail de ralentir les gardes royaux, et avant même que Theron ait eu le temps de protester, Kyle et les autres ont déjà commencé à partir. Peu après, les soldats rattrapent Theron et, à leur grande surprise,
Ils le voient agiter un drapeau blanc et crier qu'il ne veut pas se battre. Les soldats sont intrigués, alors ils s'arrêtent pour voir ce que Théron est en train de faire, mais il semble vraiment vouloir se rendre, car il s'incline et commence à implorer leur pardon. Il leur dit que tout cela était l'idée de Kyle, mais que celui-ci l'a abandonné ici, et s'il le laisse partir, il promet de ne plus leur causer d'ennui. Il leur offre même un énorme sac d'or en échange de sa vie, mais dès que le vice-capitaine se rend compte que la princesse n'est plus là, il ordonne à ses hommes de tuer Théron afin qu'ils puissent continuer leur chemin. Du côté de Kyle, Urza lui demande s'il était vraiment acceptable de laisser Théron derrière eux, car ses soldats ne vont certainement pas l'épargner. Kyle admet qu'il aurait préféré agir différemment pour que personne ne meure, mais que c'était la seule solution. Urza n'arrive pas à croire que Kyle était vraiment prêt à sacrifier son meilleur ami pour la mission, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Urza le sait bien, car cela ne fait pas longtemps qu'elle a rencontré Théron, mais il est en réalité bien plus fort que Kyle ou Liz. Pendant ce temps, Théron vient de décapiter le commandant en second du bataillon, et sa pathétique reddition n'était qu'une ruse pour les amener à baisser leur garde. Maintenant que les soldats sont déstabilisés, il enlève tous ses poids d'entraînement gravitationnel et se prépare pour un combat rapide à 1 contre 30. En moins d'une seconde, Théron se précipite en avant et tranche sans effort la tête de 3 soldats. Ensuite, il revient en courant pour faire de même avec le reste des soldats. Quelques-uns tentent de l'attaquer par derrière, mais Théron s'y attendait et leur lance une pierre explosive au pied. L'explosion qui s'ensuit effraie les chevaux des soldats, qui n'ont désormais plus aucun moyen de s'échapper. Kyle explique à Urza que Théron manque peut-être d'aptitude pour la magie et a une personnalité discutable, mais qu'en matière d'habileté à l'épée, Kyle ne lui arrive pas à la cheville. Il ne relâche jamais ses efforts à l'entraînement et porte toujours ses bracelets gravitationnels pour se pousser à aller plus loin. En plus de tout cela, c'est un combattant extrêmement impitoyable, et Kyle ne voudrait pour rien au monde avoir à l'affronter au combat. Cependant, si Théron est un combattant aussi discipliné, Urza se demande pourquoi il agit toujours de manière aussi loufoque, mais c'est surtout une façade qu'il adopte pour que les gens le sous-estiment. Certes, il reste tout de même assez bizarre. Kyle est convaincu que Théron remportera cette bataille, mais face à 30 gardes royaux, Théron va devoir utiliser toute sa force meurtrière. Kyle avait espéré résoudre cette situation sans tuer les soldats, car ils ne font que suivre les ordres, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Après plusieurs minutes de combat, il ne reste plus que 8 soldats, et Théron commence à se fatiguer. Il lâche donc son épée et leur dit qu'ils n'ont plus besoin de se battre. Tout ce qu'il voulait, c'était les ralentir, et à présent, il a gagné suffisamment de temps pour que Kyle et les autres puissent retourner à Harkin, donc sa mission est accomplie. De plus, à présent, les soldats ont dû se rendre compte qu'ils ne sont pas assez forts pour le vaincre, donc s'ils partent, il est prêt à les laisser partir. Les soldats réfléchissent un instant, et comme ils ne sont vraiment pas assez payés pour faire cela, ils ramassent tous leurs camarades blessés et s'éloignent en boitant pour aller chercher de l'aide. Cependant, Théron ne peut pas laisser de traces derrière lui, alors même s'il a dit qu'il les laisserait s'enfuir, il lance une autre pierre explosive sur les soldats et se précipite pour achever les survivants. Cela semblait inutilement brutal, mais Kyle avait mentionné que Théron était un combattant impitoyable. Pendant ce temps, à Harkin, Zento se rend compte que quelqu'un doit interférer avec son plan, car il n'a reçu aucune nouvelle de ses hommes. Il décide d'aller voir par lui-même ce qui s'est passé, alors il laisse quelques soldats chargés de surveiller le prince et se rend dans la forêt. Sylvie aperçoit Zento qui se dirige droit vers le groupe, elle prévient donc Kyle qu'un puissant chevalier approche, mais un instant plus tard, Zento remarque Sylvie et la fait exploser en plein ciel. Kyle comprend immédiatement qu'il s'agit de Zento, car personne d'autre n'aurait pu remarquer Sylvie ou la descendre avec une telle précision. Il dit donc à Milena d'aller se cacher dans les bois en attendant. Il demande également à Urza et Théron d'emmener Milena et de s'enfuir si quelque chose leur semble étrange, mais Zento est le plus grand chevalier de Zurgu, alors Milena demande à Kyle s'il est sûr de pouvoir le battre seul. Kyle admet qu'il aurait préféré éviter de combattre Zento, mais qu'il n'a pas le choix pour l'instant. Milena se pose la question depuis un moment, mais Kyle parle de Zento comme s'il le connaissait personnellement, alors elle lui demande s'il lui cache quelque chose. Kyle ne sait pas quoi répondre, mais heureusement, Milena laisse tomber, car elle ne veut pas être impolie envers l'homme qui risque sa vie pour la sauver. Peu après, Zento traverse la forêt à cheval lorsqu'il aperçoit Kyle debout au milieu de la route. Zento demande à Kyle s'il est celui qui aide Milena, et Kyle le confirme, mais il demande pourquoi Zento est venu seul alors qu'il aurait facilement pu amener le reste de ses soldats. Zento explique qu'il ne veut pas que d'autres d'entre eux soient tués alors qu'ils ne sont pas directement impliqués dans cette affaire. Kyle sait que cela va paraître étrange venant de lui, mais il ne veut pas tuer Zento, alors il lui demande s'il serait prêt à se rendre. Kyle pourrait même obtenir de la princesse qu'elle lui accorde officiellement son pardon, mais il veut savoir pourquoi Zento a fait tout cela, car il est sûr que Zento n'est pas le genre de personne à se laisser influencer par le statut social ou l'argent. Cependant, Zento répond qu'il est inutile d'expliquer quoi que ce soit à quelqu'un comme Kyle alors qu'il est sur le point de mourir, et il semble donc que Kyle n'ait vraiment pas d'autre choix que de se battre.
Zento et Kyle dégainent leurs épées, après s'être conféré force et rapidité, ils se précipitent l'un vers l'autre. Zento utilise sa magie d'illusion caractéristique pour tenter de déstabiliser Kyle, mais celui-ci parvient à esquiver et à contre-attaquer, forçant Zento à battre en retraite. Zento est choqué, car personne n'avait jamais réussi à contrer son attaque de magie d'illusion du premier coup auparavant, mais Kyle sait tout cela, car dans la chronologie précédente, c'est Zento qui lui a enseigné tout ce qu'il sait sur le maniement magique de l'épée. Ils continuent leur affrontement, mais il n'y a pas grand-chose que Kyle puisse faire dans cette situation car, à ce moment-là, Zento lui est supérieur à tous égards. Zento tire plusieurs balles sur lui, et pendant qu'il est occupé à les dévier, Zento tente une attaque sournoise sur Kyle, mais Kyle réagit à temps et saute de l'épée pour se sauver. Il lance alors une pierre explosive à Zento en plein air, mais Zento la renvoie vers lui, ce qui inflige à Kyle de graves dégâts dus à l'explosion. Pendant qu'il se remet, Zento profite de la situation pour l'achever, mais une fois de plus, Kyle réagit à temps et parvient à parer l'attaque de Zento. Cependant, lorsque leurs épées se heurtent cette fois, l'épée de Zento commence à se fissurer car celle de Kyle a une meilleure durabilité. Zento est obligé de reculer pour l'instant, alors Kyle lui demande à nouveau s'il est prêt à se rendre, car il ne veut pas voir Zento mourir, mais ce dernier a déjà pris sa décision, et rien ne pourra le faire changer d'avis maintenant. Zento réalise qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, il doit donc agir rapidement pour éliminer Kyle une fois pour toutes. Ils chargent tous les deux l'un vers l'autre une dernière fois, et en une fraction de seconde, Zento parvient à parer l'épée de Kyle, le laissant complètement ouvert à une attaque fatale. Cependant, lorsque Zento abat son épée sur Kyle, elle se brise en morceaux, car Kyle avait caché l'alarme du dragon dans son armure, et cet objet est pratiquement indestructible. Maintenant, Kyle a l'avantage, mais même avec son épée brisée, Zento refuse d'abandonner et tente de poignarder Kyle avec ce qui reste de sa lame. Cependant, Kyle a déjà repris pied, alors dès que Zento s'approche, il abat son épée pour en finir une fois pour toutes. Avant que le coup ne porte, Kyle a un flashback du temps qu'il a passé avec Zento dans la chronologie précédente. Après une longue journée d'entraînement, Zento a confié à Kyle qu'il avait toujours servi la famille royale et était fier de remplir ce rôle, mais à ce moment-là, le royaume de Zurgu avait déjà chuté. Kyle n'a jamais eu une bonne impression du roi de Zurgu, et Zento est d'accord pour dire que le roi n'était pas un dirigeant convenable, mais néanmoins, il avait juré de servir le royaume jusqu'à sa mort. Cependant, maintenant que Zurgu avait été détruit, Zento n'était plus lié par ce serment, alors il a estimé qu'il pouvait enfin être libre. Revenons au présent, les larmes aux yeux, Kyle tranche la poitrine de Zento, le faisant tomber à genoux, vaincu. Zento demande pourquoi Kyle ne lui a pas tranché la tête alors qu'il en avait l'occasion, mais Kyle n'a pas pu se résoudre à faire ça à un vieil ami. Cependant, la blessure à la poitrine est toujours mortelle, alors Zento meurt peu après. Kyle sait que c'est une victoire, mais il est dévasté car la raison pour laquelle il a commencé cette mission était de sauver toutes les personnes qu'il chérit le plus, et Zento en faisait partie. Il aurait vraiment souhaité qu'il y ait un moyen de garder Zento en vie, mais son plan nécessite la survie de Melina, alors c'est ainsi que les choses se sont terminées. De retour au château, le prince arpente sa chambre, se demandant pourquoi Zento n'a pas encore réglé le sort de la princesse. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvre brusquement, et le prince pense d'abord que c'est Zento qui revient avec de bonnes nouvelles, mais à son grand désarroi, il trouve sa sœur vivante et en bonne santé, accompagnée de ses gardes personnels. Melina ne perd pas de temps et ordonne à Kilran d'arrêter son frère pour suspicion d'assassinat. Elle autorise même l'usage de la force pour l'interroger, alors que Melina quitte la pièce, on peut déjà entendre les sons de Karina se faire tabasser pour ce qu'il a fait. Elle se tourne ensuite vers Kyle et les autres et les remercie, car sans leur aide, elle n'aurait pas survécu pour voir un autre jour. Pour leur montrer sa gratitude, elle leur demande de l'accompagner à la capitale royale afin qu'elle puisse les remercier comme il se doit, et à leur arrivée, ils sont invités dans le château. Lise et Urza sont toutes deux émerveillées par le faste des lieux, et Silly a du mal à se contenir lorsqu'elle voit toutes les délicieuses douceurs disposées devant elle, alors elle se sert directement. Quant à Théron, il est dans le coin, en train de flirter avec l'une des servantes. Kyle s'excuse auprès de Melina pour le manque d'étiquette, mais Melina n'y prête pas attention. C'est alors que son père entre dans la pièce, alors Melina court lui faire un câlin, et les autres réalisent lentement que si cet homme est le père de Melina, alors cela signifie qu'il doit être le roi. Ils se lèvent immédiatement pour lui montrer leur respect, mais le roi leur dit qu'il n'y a pas besoin de formalité car, pour l'instant, il n'est pas ici en tant que souverain, mais en tant que père pour remercier les personnes qui ont sauvé la vie de sa fille. Le roi dit qu'il est déçu que Karina ait pu faire une telle chose, mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Zento aurait aidé Karina dans un tel plan. Melina n'a pas non plus pu le comprendre, mais elle pense qu'une autre nation ou des démons pourraient être impliqués d'une manière ou d'une autre. Cependant, il n'y a aucun moyen de le confirmer maintenant, donc ce n'est que pure spéculation. Le roi dit à Kyle et aux autres qu'ils ne doivent pas parler de cela à qui que ce soit, et Kyle l'assure qu'aucun d'entre eux ne révélerait un secret qui pourrait nuire à la réputation de Zergu.
Mélina dit également au roi qu'il peut faire confiance à l'équipe de Kyle, alors il les croit sur parole. Peu de temps après, les détails de l'incident sont rendus publics. La version officielle raconte que Mélina et Karina ont été attaqués par des monstres sur le chemin de Saint, et que de nombreux soldats royaux ont été tués dans l'affrontement, mais grâce aux efforts de Kyle et de son groupe, Mélina est indemne, et Karina a survécu avec seulement quelques blessures au visage. Alors il se rétablira dans un autre pays pour l'instant. Un peu plus tard, c'est le moment de la cérémonie officielle de récompense pour remercier Kyle et ses amis pour leur héroïsme courageux, alors le roi s'apprête à leur remettre la médaille du Saint. Ce jour sera connu comme la première apparition du héros, et la première étape du plan de Kyle est enfin terminée, mais il reste encore une chose qu'il doit faire. Plus tard dans la nuit, le roi boit seul dans sa chambre, et il maudit Karina et Zento pour leur inutilité. À ce rythme, il va inévitablement devoir céder le trône à Mélina, et quand cela arrivera, il ne doute pas qu'elle construira un meilleur royaume, mais il ne veut pas ça. Si Mélina finit par devenir une grande dirigeante, alors le roi finira comme une relique oubliée du passé, et il ne supporte pas l'idée d'être secondé par sa propre fille. Il décide qu'il doit élaborer un autre plan pour se débarrasser d'elle, mais dès qu'il prononce ces mots, il est saisi par derrière par Kyle. Kyle a toujours su que le roi Ramona était un dirigeant incompétent, mais il ignorait qu'il était du genre à tuer sa propre fille par jalousie. Dans la chronologie précédente, après le début de l'invasion, Kyle avait suggéré à Romana d'aider les nains du royaume voisin pour préserver des alliés dans la lutte contre les démons. Cependant, Romana voulait en profiter pour extorquer les nains, alors il a retenu son aide jusqu'à ce qu'ils soient en grave danger, et à ce moment-là, il était déjà trop tard. C'était l'une des nombreuses erreurs de Romana, qui ont finalement conduit à la chute du royaume de Zurgu. Kyle ne comptait initialement pas en vouloir à Romana pour quelque chose qu'il n'avait pas encore fait, mais après avoir entendu Zento dire qu'il avait échoué à accomplir la mission que Romana lui avait confiée, Kyle a changé d'avis. Avec le recul, c'est parfaitement logique car Zento était d'une loyauté indéfectible envers la famille royale, donc la seule personne qui pouvait l'envoyer tuer la princesse était le roi. Ainsi, même si Zento ne le voulait probablement pas, son devoir envers le roi l'a contraint à obéir à ses ordres. Kyle traîne Romana sur le balcon, mais Romana ne montre aucun remords et dit que tout se serait bien passé si Mélina était simplement morte, mais ce genre de pensée est la raison pour laquelle Kyle déteste Roman. Le seul crime de Zento a été de consacrer sa vie à un tel imbécile, et Kyle refuse de laisser son règne d'idiotie se poursuivre plus longtemps. Mélina est un peu intrigante, mais elle est en fait intelligente, alors elle ferait un bien meilleur travail que quelqu'un comme Romana, qui ne s'intéresse qu'à sa propre préservation. Kyle le pousse alors du balcon, en voyant le roi chuter vers sa mort, et Kyle a veillé à ne laisser aucune trace de sa présence, donc après l'enquête des gardes royaux, ils ont conclu que le roi avait dû s'enivrer et tomber accidentellement du balcon. Cependant, il ne pouvait pas rendre cette version publique, donc pour tout le monde, le roi a eu une crise cardiaque dans son sommeil. Le lendemain, Kyle et les autres déjeunent en ville, et ils ont maintenant tous entendu la nouvelle de la malheureuse crise cardiaque du roi Romana. Urza trouve ça une drôle de coïncidence que le roi ait eu une crise cardiaque le lendemain de leur cérémonie de récompense, mais Théron s'en moque, il est juste content que le roi ne soit pas mort un jour plus tôt car sinon ils auraient dû attendre pour leur cérémonie. Kyle ne déjeune pas avec les autres car il est en train de discuter avec Mélina, et elle l'informe qu'elle est fiancée au troisième prince de l'Empire Gargan. Kyle n'était pas au courant, mais apparemment, le royaume de Zergu et l'Empire Gargan étaient autrefois en conflit à propos de l'état de Karan, alors pour résoudre le problème, un accord a été conclu, Zergu obtiendrait le contrôle de Karan, mais en échange, Mélina devait épouser l'un des princes de Gargan. Cependant, elle envisage d'annuler les fiançailles car ce n'est pas le bon moment pour elle de se marier. Kyle demande ce qui arrivera à Karen si Mélina rompt l'accord de fiançailles, mais elle dit que Karen restera un état vassal de Zergu. Officiellement, il n'y a pas de corrélation entre les fiançailles et la gouvernance de Karen, alors Mélina peut simplement leur dire que les circonstances ont changé. Cela dit, elle veut que Kyle aille informer le gouverneur de Karen pour elle, car elle n'a pas le temps de le faire elle-même. Plus tard dans la nuit, Kyle est plongé dans ses pensées, alors Silly vient lui demander ce qui ne va pas. Kyle lui dit qu'il n'est pas sûr de la réaction de Gargan si Mélina annule les fiançailles, alors il a du mal à établir un plan pour ça. Silly voit que Kyle est vraiment inquiet à ce sujet, mais elle pense qu'il oublie quelque chose, comme le fait que Karen pourrait faire face à de gros problèmes en ce moment. Ce n'est que de la spéculation, mais malgré la mort du roi de Zergu, le gouverneur de Karen ne s'est pas manifesté, donc quelque chose doit se passer là-bas. Et le fait que Mélina n'ait pas attiré l'attention là-dessus signifie qu'elle doit savoir ce qui s'y passe, alors elle demande probablement à Kyle d'aller à Karen dans l'espoir qu'il résolve le problème. Si c'est le cas, alors Kyle ne voit pas d'inconvénient à aller à Karen, et d'ailleurs, il aimerait rester aussi loin que possible de Mélina. Le lendemain, Kyle va voir Mélina pour lui dire qu'il accepte la mission, mais alors qu'il s'apprête à partir, Mélina lui demande soudain s'il aimerait devenir son chevalier personnel. Kyle est choqué par cette proposition soudaine, mais Mélina dit qu'elle veut vraiment l'avoir à ses côtés, alors le nommer comme son chevalier est le choix naturel.
Cependant, en tant que héros, Kyle ne peut pas se permettre d'être lié à une seule nation, et surtout pas à Melina, alors il essaie poliment de refuser. Il dit qu'il a des choses à faire, mais Melina se met soudain à rire et dit qu'elle plaisantait juste pour voir sa réaction, et Kyle est frustré car elle l'a complètement manipulé. Alors que Kyle et les autres partent, Melina les regarde depuis son balcon lorsque Nino vient la voir. Elle demande à Melina si elle a réussi à faire tomber Kyle amoureux d'elle, mais Melina rit et dit qu'elle n'est pas assez cruelle pour jouer avec les sentiments de quelqu'un comme ça. Elle pourrait y penser à l'avenir, mais pour l'instant, elle est heureuse d'avoir Kyle à ses côtés car elle aura besoin de toute l'aide possible maintenant qu'elle est à la tête du royaume de Zurgu. De son côté, Kyle et les autres s'arrêtent à la boutique de Fesba pour se réapprovisionner et réparer leur équipement. Fesba félicite Kyle pour avoir reçu la médaille du Saint et est sûr qu'il accomplira de plus grandes choses bientôt. Sur ce, Kyle lui dit qu'il se rendra bientôt dans la ville de Karen, donc toute information sur la région serait la bienvenue. Fesba a entendu pas mal de choses sur Karen, mais la situation n'y est vraiment pas bonne. Karen est essentiellement dirigée par la guilde des forgerons maintenant, et ils ont causé beaucoup de problèmes, donc les échanges avec eux sont difficiles. Cela dit, les objets fabriqués à Curin sont d'une qualité incroyable, donc ils pourraient trouver de bonnes armes là-bas. Théron trouve que c'est une bonne idée car il voulait se procurer une nouvelle épée, alors ils commencent tous leur voyage vers l'état vassal de Karen. Le groupe arrive finalement à la ville de Karen, qui mérite bien son titre de ville minière, car elle est pratiquement construite à flanc de montagne. Cependant, Sylvie sort et leur explique que c'est en fait la montagne qui a été construite autour de la ville, et non l'inverse. Elle était là lorsque la ville a été fondée, et à l'origine, le terrain était plat, mais lorsqu'ils ont découvert des filons de minerais de haute qualité cachés sous la surface, ils ont utilisé la magie pour pousser la terre vers le haut afin de pouvoir accéder à ces filons. C'est ainsi que la montagne s'est retrouvée ici. À ce moment-là, le groupe remarque quelque chose qui vole au-dessus de leur tête. Ils lèvent les yeux et aperçoivent les chevaliers wyvernes de l'Empire Gargan. Sylvie est impressionnée que l'Empire ait réussi à apprivoiser les wyvernes, mais Kyle se demande plutôt pourquoi ils sont là. Il espère simplement que cela n'a rien à voir avec eux. Ils pénètrent dans la ville et, après avoir présenté leur papier d'identité, Kyle demande à parler à l'ambassadrice de Zergu ici à Karen. Pendant que le garde vérifie les détails, les autres visitent la ville, mais Urza semble un peu mal à l'aise car les elfes n'ont pas les meilleures relations avec les nains. À ce moment-là, l'ambassadrice de Zergu arrive pour accueillir le groupe, et lorsqu'elle se présente sous le nom de Miranda, Kyle reste sans voix car il la reconnaît de la chronologie précédente, et il ne savait pas qu'elle travaillait comme ambassadrice à ce moment-là. Liz remarque que Kyle regarde Miranda de manière excessive, alors elle le tire de sa rêverie, et il l'informe qu'ils ont été envoyés ici pour délivrer un message de la reine Milna. Miranda les invite à entrer et, après avoir examiné les documents officiels, elle confirme qu'ils ont bien été envoyés par la reine, mais elle doit admettre qu'ils sont les envoyés les plus étranges qu'elle ait jamais vus. Cependant, étant donné l'état actuel de troubles au sein du royaume, il faut s'attendre à des compromis, surtout avec Milna aux commandes. À ce propos, Miranda tient à remercier personnellement Kyle et les autres d'avoir sauvé la vie de Milna l'autre jour, car Milna est l'une de ses amies proches et elle aurait été dévastée de la perdre. Quoi qu'il en soit, elle sait qu'ils sont là pour rencontrer le gouverneur Bax de l'Empire Gargan, mais malheureusement, Bax est alité depuis des semaines, et même elle n'a pas pu obtenir d'audience avec lui. Chaque fois qu'elle essaie de lui parler, on lui répond qu'il ne reçoit pas de visiteurs dans son état actuel. Mais en tant que gouverneur, il a l'obligation de rencontrer tous les émissaires de la reine, qu'ils le veuillent ou non, donc avec Kyle et les autres ici, il sera obligé de les rencontrer. Miranda leur dit de la suivre à l'extérieur, mais Kyle remarque qu'elle a amené un nombre inquiétant de gardes pour ce qui est censé être une visite de routine. Comme il s'agit simplement d'une négociation, Théron n'a pas grand-chose à faire, alors il dit à Kyle qu'il va se séparer du groupe pendant un moment pour vaquer à ses occupations. Kyle n'y voit pas d'inconvénient, mais il dit à Théron de s'assurer de revenir avant la nuit. Alors qu'ils approchent de l'ambassade de Gargan, Miranda prévient Kyle et les autres qu'une fois sur le sol de Gargan en tant que représentant de Zergu, ils ne pourront plus intervenir d'aucune manière, et elle demande donc à Kyle de faire preuve de la plus grande prudence. À ce moment-là, l'ambassadeur de Gargan fait son apparition, et il est clair que lui et Miranda se détestent, mais leurs paroles pourraient déclencher une guerre civile s'ils ne font pas attention, ils doivent donc tous deux faire semblant d'être aimables l'un envers l'autre. Outre l'ambassadeur de Gargan, le deuxième sorcier le plus puissant de l'Empire de Gargan est également présent. Il se présente sous le nom d'Alzar Vine. Il remarque Kyle qui se tient là et ne le reconnaît pas, alors il lui demande ce qu'il vient faire auprès du gouverneur. Kyle explique qu'il est là en tant qu'émissaire officiel de la reine de Zergu. Après avoir entendu cela, Alzar comprend que Kyle doit être le célèbre héros qui a sauvé Milna. Il était particulièrement intéressé par la rencontre avec Kyle, car il était camarade de classe de sa mère, et tous deux avaient passé beaucoup de temps ensemble à étudier la magie à l'époque. Il tend la main pour une poignée de main amicale, et bien que Kyle soit un peu hésitant au début, il finit par décider qu'Alzar semble suffisamment amical, alors il lui serre la main et lui dit qu'il est ravi de le rencontrer,
mais l'expression sur le visage d'Alzar me dit que ses intentions ne sont pas des meilleures. Les deux groupes se rendent chez le gouverneur, mais comme lors des précédentes tentatives de Miranda, ils sont arrêtés à la porte d'entrée et informés que le gouverneur Bax refuse de recevoir des visiteurs pour le moment. Miranda est très contrariée, car c'est ce que le garde lui répète depuis 2 mois, et elle en a assez de devoir supplier pour voir le gouverneur. Le garde comprend la frustration de Miranda, mais il ne fait que son travail, alors il promet d'informer le gouverneur de sa visite. Miranda prévient que si Bax n'est pas prêt à remplir ses fonctions, elle devra nommer un nouveau gouverneur, mais pour l'instant, elle lui donne 2 jours pour se ressaisir. En attendant, elle informe Alzar que Bax n'est pas disponible pour une réunion pour le moment, et Alzar semble clairement déçu, mais il l'accepte et s'en va. Miranda est surprise de la facilité avec laquelle Alzar a abandonné, et elle est convaincue qu'il devait être au courant de l'annulation des fiançailles par Milna. La coercition est l'une des principales tactiques de l'Empire, donc Alzar a probablement été envoyé ici pour essayer de forcer le gouverneur à céder aux exigences de l'Empire. Il voulait probablement aussi profiter de l'occasion pour s'attirer les faveurs de Kyle, car c'est un héros prometteur, alors elle dit à Kyle de ne pas se laisser séduire par les flatteries d'Alzar. Elle prévoit également de nommer un nouveau gouverneur mieux armé pour faire face aux manœuvres de l'Empire, ou du moins capable de sortir de son lit de temps en temps, et elle a la personne idéale en tête, un ancien membre de la guilde des forgerons et sans doute le meilleur forgeron de Karen. Pendant ce temps, Théron est occupé à parcourir la ville dans l'espoir de trouver une bonne épée, mais rien ici ne lui semble particulièrement exceptionnel, et il ne sait pas quoi choisir. Pour ne rien arranger, les villes de forgerons ne comptent pas beaucoup de filles, et il n'a donc personne avec qui flirter. C'est alors que Théron entend quelqu'un crier. Il va voir ce qui se passe et trouve une jolie fille qui est saisie par un groupe d'hommes. Sans perdre une seconde, Théron intervient et donne un coup de pied au visage de l'un des hommes pour l'éloigner de la fille, puis il se présente à elle. Mais Go comprend clairement qu'il y a eu un malentendu et dit à Théron qu'elle a peut-être l'air mignonne, mais qu'elle est en fait un garçon. Théron tombe à terre, désespéré, car il n'arrive pas à croire qu'il ait pu commettre une erreur aussi stupide. Mais bon, comme Go est un mec, il a perdu tout intérêt pour cette situation et ne veut plus vraiment s'en mêler, alors il commence à s'éloigner. Go est choqué et lui demande s'il ne va vraiment pas le sauver juste parce qu'il est un mec, et Théron lui répond que oui. Cependant, après avoir fait quelques pas, Théron s'arrête et demande à Go s'il a une sœur aussi mignonne que lui, et Go répond qu'il a effectivement une sœur aînée, alors Théron se met soudainement à vouloir l'aider à nouveau. Les hommes disent à Théron de ne pas se mêler de leurs affaires, mais comme il a un rendez-vous avec la sœur de Go, il se met à les tabasser jusqu'à ce qu'ils soient tous inconscients sur le sol. Go est très impressionné, car il était prêt à s'enfuir pendant que Théron distrayait les hommes, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse les battre tous à lui seul. Quoi qu'il en soit, il remercie Théron pour son aide et se présente comme un artisan local. Théron est surpris qu'une personne aussi jeune que Go puisse fabriquer des objets magiques, mais cela mis à part, il veut savoir pourquoi ces types l'attaquaient au départ. Go admet à contre-cœur qu'il s'agissait de collecteurs de dettes, et au début, Théron pense que Go a dû être accablé de dettes par ses parents accros au jeu, mais non, c'est Go qui s'est endetté, et c'est entièrement de sa faute. En gros, un client l'avait engagé pour fabriquer un artefact spécial, et Go avait déjà reçu le paiement, mais il n'avait pas précisé combien de temps cela prendrait. Lorsque le client a découvert qu'il faudrait 10 ans pour le terminer, il s'est naturellement énervé. Théron se rend compte que Go méritait peut-être de se faire tabasser pour ça, mais il se fiche bien de la moralité de la situation tant qu'il peut sortir avec la sœur aînée de Go. Mais à ce sujet, Go dit à Théron que sa sœur aînée est en fait mariée, donc elle ne sortira probablement pas avec lui. En entendant cela, Théron tombe à nouveau à genoux, vaincu, et demande pourquoi Go ne lui a pas dit cela dès le début, mais celui-ci craignait que Théron ne l'aide pas s'il lui disait la vérité. Théron ne peut nier qu'il aurait probablement laissé tomber Go s'il avait su que sa sœur était mariée, mais cela ne change rien au fait qu'il est furieux, alors il gifle Go pour l'avoir trompé. Pendant ce temps, Miranda rencontre le forgeron Gazu et tente de le convaincre d'accepter de devenir le nouveau gouverneur de la ville, mais il refuse immédiatement. Sa passion dans la vie est la forge, et s'il devenait gouverneur, il n'aurait plus le temps de forger des lames, donc il n'acceptera pas ce poste. Miranda le supplie de reconsidérer sa décision, car il y a beaucoup de problèmes à régler dans la ville, mais Gazu lui répond qu'il ne peut pas l'aider dans ce domaine. Kyle et les autres attendent dans le couloir que Miranda finisse de parler avec Gazu lorsque Théron et Go entrent. Kyle est surpris de voir Théron ici, mais Gazu est apparemment le père de Go, et c'est un très bon artisan. Si tout se passe bien, Kyle pense qu'il pourrait le convaincre de fabriquer une bonne épée pour Théron. Il est vrai qu'il va probablement être occupé à discuter avec Miranda pendant un certain temps, alors Go les invite tous à s'asseoir et à prendre le thé. Il s'excuse pour le désordre, mais comme sa sœur s'occupait de la plupart des tâches ménagères et qu'elle s'est mariée et a déménagé il y a 1 an, Go a du mal à garder les lieux en ordre. Pendant qu'ils attendent qu'il prépare le thé, Kyle remarque quelques schémas sur la table, et lorsqu'il jette un œil à l'un d'eux, il est choqué par ce qu'il voit. Go s'approche et explique qu'il s'agit de l'artefact magique qu'il est censé réparer,
mais Kyle sait déjà exactement de quoi il s'agit, car dans la chronologie précédente, ce golem était une ressource inestimable sur le champ de bataille, mais il ne savait pas que c'était Go qui l'avait construit. La plupart des technologies permettant de créer des objets magiques autonomes tels que les golems ont été perdus dans l'ancienne SARL, mais vers la fin de la Grande Invasion, l'Empire Gargan a déployé un prototype de golem contre les démons, et celui-ci a accompli bien plus au combat que n'importe quel soldat humanoïde n'aurait jamais pu le faire. Kyle appelle Sylvie pour qu'elle vienne voir la conception du golem, et Sylvie est plutôt impressionnée car la conception est parfaite. Il s'inspire des titans de l'ancien royaume de SARL, mais Go a apporté quelques optimisations pour le rendre réalisable à notre époque. Kyle demande à Sylvie si elle pense que la conception de Go fonctionnera, et elle lui répond qu'elle a de grandes chances de réussir. Kyle est alors très enthousiaste, car s'ils parviennent à produire ces golems en série, cela leur donnera un avantage considérable dans leur combat contre les démons. Kyle demande à Go de terminer la construction dès que possible, mais Go répond qu'il faudra au moins 10 ans pour réaliser un projet aussi complexe. Cependant, cela ne suffit pas, alors Kyle lui demande de le terminer en 1 an. Il est prêt à dépenser autant d'argent que nécessaire pour y parvenir, alors il dit à Go de ne pas s'inquiéter des coûts. Go est ravi de recevoir un financement aussi important, mais il a déjà quelques investisseurs qui ont misé leur argent dans ce projet, et il ne sait pas trop quoi faire à leur sujet. Kyle lui dit qu'il peut simplement leur dire que le projet a échoué, et tant qu'il leur rendra l'argent qu'ils ont investi, ils ne pourront pas se plaindre. Une fois que Kyle a conclu son accord avec Go, il retourne au bureau de Gazu pour voir si lui et Miranda ont réussi à trouver un terrain d'entente, mais il semble que Gazu ne soit pas disposé à changer d'avis. Miranda dit qu'elle part pour aujourd'hui, mais qu'elle reviendra pour lui parler à nouveau. Il lui répond qu'elle ne pourra jamais le convaincre d'accepter le poste. Après le départ de Miranda, Kyle s'approche de Gazu et lui dit qu'il a une demande à lui faire. Gazu suppose que Kyle va lui demander de fabriquer une épée, mais comme il n'accepte pas vraiment de commande pour le moment, il va devoir refuser. Heureusement, Go l'interrompt et se porte garant pour Kyle, alors son père accepte au moins de l'écouter. Kyle lui explique qu'il cherche une épée pour Theron, car celle qu'il possède actuellement n'est pas assez bonne, mais Gazu est surpris d'entendre cela, car il reconnaît la lame comme étant l'œuvre d'Adio, et peu de gens sont capables de qualifier une épée comme celle-ci d'insuffisante. Theron dit qu'il aimerait idéalement une épée de qualité similaire à celle de Kyle, mais lorsque Gazu examine l'épée de Kyle, il reste sans voix, car même parmi toutes les lames anciennes du royaume de Sarlian qu'il a vues, une seule autre lame est comparable à celle-ci, et même dans ce cas, celle-ci est bien meilleure. Même s'il déteste l'admettre, il n'est actuellement pas capable de créer une épée similaire à celle-ci, alors il dit à Kyle et aux autres qu'ils vont devoir partir pour aujourd'hui. Theron est déçu de ne pas avoir trouvé son épée, mais Gazu a mentionné qu'il avait déjà vu quelque chose comme Sylvie, alors il décide de revenir demain pour lui poser des questions à ce sujet. Le lendemain matin, Kyle reçoit la visite d'Alzar, mais ce n'est pas pour une raison officielle, il veut simplement discuter avec le fils de son vieil ami. Et bien sûr, si Kyle se méfie d'être seul avec lui, il est libre d'inviter Miranda et ses amis à se joindre à eux. Il propose même à Kyle de monter l'un des Wyverns, ce qui surprend Kyle, car la technique de monte des Wyverns est un secret commercial de l'Empire Gargan, mais Alzar pense que cela ne pose pas de problème de la révéler à Kyle, car c'est sa mère qui a développé cette technique à l'origine. Même s'il est beaucoup plus âgé qu'elle, il a toujours admiré la mère de Kyle, car son talent était tout simplement légendaire. Plus tard dans la journée, Kyle et Miranda se rendent à l'ambassade de Gargan pour accepter l'invitation à déjeuner d'Alzar, mais alors qu'ils s'approchent de la salle de réunion, Kyle ressent soudainement un frisson familier dans son dos, et en ouvrant la porte, il trouve la tête coupée d'Alzar sur un plateau, avec un démon debout au-dessus de lui. Les démons contrôlent l'autre moitié du continent, et depuis 300 ans, ils n'ont lancé aucune attaque, alors les nations humaines ont plus ou moins baissé leur garde. La plupart des gens ne seraient même pas capables de reconnaître un démon au premier coup d'œil, mais Kyle a toutes les caractéristiques des démons gravées dans sa mémoire, donc il sait de quoi il parle. Le démon ouvre sa main pour révéler une série de griffes acérées, et elle charge immédiatement vers Kyle pour éliminer tous les témoins, mais à sa surprise, il sacrifie intentionnellement son bras pour bloquer son coup, et puis, pendant que ses griffes sont coincées, il la frappe au ventre avec un peu de magie lumineuse. Le démon est repoussé, essoufflé et confus parce qu'elle ne s'attendait pas à affronter un humain aussi capable que Kyle ici. Kyle rit et dit qu'il pourrait faire ça toute la journée, mais c'était un mensonge. Il n'a pas mis d'armure en venant ici, il n'a pas beaucoup de magie en ce moment, donc il ne peut pas lancer beaucoup de sorts, et il a oublié Sylvie à la maison, donc sa capacité offensive est limitée à ses mains. Cependant, le démon ne le sait pas, alors elle pèse soigneusement ses options, et elle ne veut vraiment pas risquer de se battre contre Kyle pour le moment, alors elle saute par une fenêtre et disparaît dans la ville. Lors de l'enquête ultérieure, il a été découvert qu'Alzar n'était pas la seule victime de l'attaque de démons aujourd'hui. Environ la moitié de tous les fonctionnaires présents à l'ambassade de l'Empire ont été tués, mais étrangement, il n'y avait aucun témoin pour aucun des meurtres, et personne n'a jamais entendu ne serait-ce qu'un cri étouffé.
Pendant ce temps, de retour en ville, Sylvie aide Go dans ses recherches pour les golems, et les choses se passent vraiment bien puisque Sylvie a beaucoup d'expérience de première main avec la technologie ancienne. Il dit qu'il a réussi à accomplir un mois de travail en un jour grâce à son aide, mais Sylvie lui dit qu'il est tout aussi impressionnant pour être capable d'apprendre autant à un si jeune âge. Un peu plus tard, ils font tous une pause dans la salle à manger, et Go s'excuse de faire toute la cuisine à Liz, mais elle dit que ça va puisqu'elle a l'habitude de s'occuper de Kyle et Tyrone. Mais en parlant de Kyle, Go ne l'a pas vu de la journée, alors elle demande aux autres s'ils savent où il est allé. Urza lui dit que Kyle est occupé à déjeuner avec un des fonctionnaires de l'Empire, mais les autres n'aiment pas vraiment les événements formels, alors ils ont décidé de rester à la maison pour celui-ci. Juste à ce moment, Tyrone soupire de déception parce que la raison pour laquelle ils sont venus ici aujourd'hui était de demander à Gazu de l'épée dont il a parlé hier, mais il est sorti toute la journée et Go ne sait pas quand il reviendra. Puisqu'ils sont là de toute façon, Tyrone demande à Go s'il sait quelque chose, alors il y réfléchit et il est presque certain que Gazu parlait de l'épée Sainte Rane quand il a mentionné une épée aussi bonne que Sylvie. L'épée sainte a été forgée à Caran il y a 2000 ans par un nain largement connu comme le meilleur forgeron du pays. La légende dit que le héros Randolph a utilisé l'épée pour tuer le roi démon et apporter la paix au pays, c'est ainsi qu'elle a obtenu son nom. D'après ce que Go sait, l'épée sainte devrait être quelque part dans la ville en ce moment parce qu'il se souvient que son père a dit l'avoir vue une fois. Tyrone se ranime à cette nouvelle révélation, alors il demande si Go sait où il peut la trouver, et il lui dit que si l'épée est vraiment à Caran, qu'elle est probablement en la possession du gouverneur Bax. Dès que Tyrone entend cela, il commence à imaginer des moyens de voler l'épée au gouverneur, mais quand il regarde par la fenêtre, il s'arrête soudainement et d'une voix sérieuse, il demande à Go s'il a des personnes qui voudraient lui faire du mal. Il ne peut penser à aucun ennemi qu'il aurait à part l'investisseur sur lequel il s'est rétracté, mais selon Tyrone, la maison est cernée et tous les hommes assoiffés de sang, donc ils ne sont définitivement pas là pour discuter. Il attrape son épée et dit aux autres qu'il peut s'occuper de la plupart d'entre eux, mais il y a encore une chance que certains puissent entrer à l'intérieur, donc il serait préférable qu'ils restent sur leur garde. Go demande s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour aider, mais comme il n'est pas vraiment un combattant, il ne ferait que gêner, alors Sylvie lui dit de venir se cacher avec elle dans l'arrière-salle. Pendant ce temps, à l'extérieur, les assaillants se mettent tous en position pour commencer leur raid sur la maison, mais dès qu'ils sont sur le point d'ouvrir la porte, Tyrone la fait voler de ses gonds et projette un des attaquants sans s'en rendre compte. Il se tourne ensuite vers celui qui est encore debout et annonce joyeusement que ce sera lui qu'ils tortureront pour obtenir des réponses une fois que tout ce désordre sera réglé, donc il va seulement être assommé pour l'instant. Quant au reste d'entre eux, il espère qu'ils ont fait des arrangements funéraires à l'avance. Pendant que Tyrone est occupé à abattre les attaquants à l'avant, deux ont réussi à se faufiler par l'arrière de la maison, mais ils sont immédiatement confrontés à Liz et Urza. Urza réalise que les attaquants utilisent des lames enduites de poison puissant, donc une seule égratignure suffirait à immobiliser l'une ou l'autre. Elle avertit Liz de faire attention à ne pas être touchée, alors elle prend une profonde inspiration et procède à déchiqueter l'attaquant comme prime Mike Tyson. Quant à Urza, son type essaie de la poignarder avec un couteau, mais elle utilise un esprit de l'eau pour arrêter l'attaque et ensuite procède à noyer le type en l'air jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Elles sont toutes les deux allées un peu trop loin, mais heureusement les deux types qu'elles ont assommés sont encore en vie, alors elles les attachent et attendent que Tyrone revienne. Go est à la fois impressionné et terrifié par la facilité avec laquelle elles ont pu les battre, alors il va garder ses distances pendant un moment. Un peu plus tard, Tyrone revient avec un type qu'il a gardé en vie, et il est content de voir que les filles ont aussi fini ici, donc il est temps de commencer l'interrogatoire. Il pose l'attaquant sur le sol et lui demande de leur dire pourquoi il a attaqué cette maison. Le type semble hésitant à répondre, alors Tyrone l'avertit que c'est dans son intérêt de manger le morceau parce que les filles derrière lui sont des expertes en torture sadique. Il invente complètement cela, mais il est trop investi pour s'arrêter maintenant, alors il dit à l'attaquant que Liz se spécialise dans la transformation de n'importe quel objet ménager en dispositif de torture, que ce soit des couteaux, des fourchettes ou même une louche. Elle n'a pas non plus peur de découper chaque centimètre de votre peau, et juste quand vous pensez que ça ne pourrait pas être pire, elle frotte du sel et de la sauce piquante dans vos blessures. Cela devient si grave qu'il va sûrement mendier pour la mort, mais ils ont des tonnes de potions de guérison ici, donc Urza le gardera juste à la limite de la mort pour prolonger sa souffrance autant que possible. Le type a été complètement traumatisé, alors quand Tyrone se penche et lui dit que tant qu'il répond à leurs questions honnêtement, il n'aura pas à vivre toute cette douleur agonisante, il saute sur l'occasion et commence à moucharder. Il leur dit qu'ils ont été engagés pour kidnapper Go, mais Tyrone n'est pas entièrement convaincu puisque les attaquants étaient terriblement assoiffés de sang pour des kidnappeurs. Le type explique que leur employeur leur a dit qu'ils pouvaient tuer quiconque se mettrait sur leur chemin, c'est pourquoi ils étaient si hostiles. Maintenant que Go prend un moment pour y penser, il se souvient avoir entendu un rapport sur des personnes disparues partout en ville, donc cela devait être l'œuvre des attaquants. Tyrone a demandé au type ce qui était arrivé à toutes les autres personnes qui ont été kidnappées,
et il jure qu'il ne sait rien parce que leurs instructions étaient d'emmener les personnes dans une vieille maison abandonnée en bordure de ville et ils n'entendent plus jamais rien après cela. Théron réalise que la personne derrière tout cela doit être vraiment puissante pour avoir tout couvert pendant si longtemps, alors il lui demande. L'homme n'est pas sûr de qui est son employeur, mais il a une idée de qui cela pourrait être. Cependant, avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Théron crie à tout le monde de se baisser alors qu'une énorme explosion déchire les murs de la maison. Heureusement, tout le monde a réussi à survivre à part l'homme, alors Lys dit qu'elle est prête à sortir et à trouver la personne responsable de l'explosion. Cependant, Théron lui crie de rester en arrière. Il peut sentir la personne qui était derrière cela, et il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi dangereux auparavant. Sylvie lui demande s'il va les poursuivre lui-même, mais il n'a pas l'intention de mourir aujourd'hui, donc il va laisser passer celle-ci. Sylvie lui dit qu'il a fait le bon choix parce que cette explosion était sans aucun doute l'œuvre d'un démon, et il n'aurait aucune chance de se battre contre un seul en ce moment. Plus tard dans la journée, le groupe retrouve Kyle, et après avoir partagé les détails de ce qui s'est passé, il réalise que la situation semble assez sombre, mais à part les dégâts causés par l'attaque du démon, Miranda ne peut ignorer les implications politiques de cela. Kyle n'a pas à s'inquiéter d'être accusé parce qu'il a été le premier à repousser le démon, mais puisque seule l'ambassade de l'Empire a été attaquée, l'Empire Shukuku ne manquera pas d'accuser le royaume de collusion avec les démons. En parlant de démons, Lys sait que Kyle en a vu un de ses propres yeux, mais comment peuvent-ils être sûrs qu'un démon était derrière l'explosion chez Go? Sylvie explique qu'une magie aussi destructive est unique aux démons parce qu'ils ont de grandes réserves de mana et souvent ne se donnent pas la peine de raffiner leur sort. Si les démons sont impliqués dans cela d'une manière ou d'une autre, alors pire scénario, Sylvie dit qu'il pourrait faire sauter toute cette ville de la carte. Kyle déteste les démons plus que quiconque dans cette pièce, mais il sait que c'est trop risqué d'aller après eux en ce moment, alors il dit qu'il devrait se concentrer sur la confirmation de savoir si le gouverneur Bax est vraiment impliqué dans les récents kidnappings. Ils se tournent tous vers Miranda pour demander si elle était au courant des kidnappings aussi, et elle s'excuse de ne pas leur avoir dit plus tôt, mais ils n'ont confirmé que récemment que cela se produisait. Elle ne peut nier la possibilité que Bax soit derrière les kidnappings, mais elle ne comprend pas pourquoi il permettrait à une telle activité criminelle de continuer dans sa ville. Juste à ce moment, un garde fait irruption dans la salle de réunion et dit à tout le monde que le manoir du gouverneur Bax est en feu. Au moment où ils arrivent, l'endroit entier est déjà réduit en cendres, et même un idiot pourrait voir que ce n'était pas une simple coïncidence. Théron revient au groupe un moment plus tard, et il a essayé de trouver l'épée sainte parmi les décombres, mais il n'a pas eu beaucoup de chance. De même, Miranda cherche Bax depuis un moment maintenant, mais il n'y a aucun signe de son corps ici, même s'il était soi-disant alité avant que le feu ne commence. Lys se demande si les démons sont derrière cela aussi, mais Kyle ne pense pas que ce soit le cas. Si les démons utilisaient l'incendie criminel comme l'une de leurs méthodes, alors ils auraient brûlé l'ambassade aussi, et si les démons ne sont pas derrière cela, alors le coupable le plus probable est Bax lui-même. S'il était le cerveau derrière les kidnappings, alors il serait logique qu'il détruise son manoir pour se débarrasser des preuves. Dans ce cas, leur première étape devrait être de localiser Bax pour qu'il puisse l'interroger et découvrir ce qui se passe. Kyle est impressionné par le calme et la sérénité de Miranda même dans une situation comme celle-ci, mais c'est ce à quoi on s'attend de la personne qui a joué un rôle vital pour garder l'armée humaine approvisionnée et informée dans le futur. Juste à ce moment, Go arrive par hasard et tout le monde est surpris de le voir ici puisqu'ils ont tous dit qu'il devrait attendre avec les gardes pour sa propre sécurité. Go s'excuse de ne pas les avoir écoutés, mais il a entendu parler du feu et s'est inquiété alors il a dû venir voir par lui-même. Kyle et les autres sont surpris que Go s'inquiéterait pour le gouverneur, mais ce n'est pas pour cela qu'il est ici. Plus tôt aujourd'hui, Bax a convoqué Gazu à son manoir et Go n'a pas revu son père depuis, alors il craint qu'il n'ait été à l'intérieur quand le feu a été déclenché. Les autres sont choqués d'entendre cela et arrivent à la conclusion que Bax doit avoir pris Gazu pour cible parce qu'il était candidat pour devenir le prochain gouverneur, mais dès que ces mots sont prononcés, Miranda fait une dépression nerveuse et tombe à genoux parce que tout est de sa faute. Gazu n'arrêtait pas de lui dire qu'il ne voulait pas être le prochain gouverneur, mais elle n'arrêtait pas d'essayer de lui forcer le rôle et maintenant il pourrait être mort à cause d'elle. Kyle comprend pourquoi Miranda serait contrariée par cela, mais il ne se serait pas attendu à ce qu'elle soit si désemparée par la disparition de Gazu. Juste à ce moment, il a un flashback d'une fois où lui et Miranda buvaient ensemble, et elle lui a raconté comment elle avait autrefois un amant dont elle se souciait profondément, mais à cause de ses actions égoïstes, elle a fini par le faire tuer, et il réalise que l'amant dont elle a parlé devait être Gazu. Un peu plus tard, Kyle s'occupe de Miranda, et d'après ce qu'elle lui a dit cette nuit-là, ce doit être l'incident dont elle parlait. Si c'est le cas, alors Gazu va vraiment mourir si rien n'est fait, alors Kyle repense en arrière pour voir s'il peut se souvenir d'informations utiles. Cette nuit-là, après que Miranda se soit ivre-morte, Kyle la ramenait à sa chambre quand il l'a entendu mentionner comment elle aurait aimé avoir trouvé le passage souterrain secret plus tôt parce qu'alors elle aurait peut-être pu sauver Gazu, et c'est toute l'information que Kyle avait besoin d'entendre.
Alors il prépare son équipement et dit à tout le monde qu'il retourne au manoir de Bax pour enquêter sur quelque chose, et ils acceptent tous de l'accompagner. Sur le chemin, Theron demande à Kyle s'il est vraiment sûr qu'il y ait un passage secret, et Kyle l'assure qu'il existe bel et bien, même s'il ne sait pas exactement où il est. Urza demande à Kyle pourquoi il demande son aide spécifiquement, alors Kyle explique qu'il veut qu'elle aide à déplacer les débris pour qu'il puisse chercher l'entrée. Urza s'arrête net et demande à Kyle de se répéter parce qu'il n'est pas possible qu'elle vienne juste de l'entendre dire qu'il veut qu'elle utilise sa magie pour fouiller cet immense terrain à la recherche d'un passage qui existe peut-être ou peut-être pas. Kyle lui dit que c'est exactement ce qu'il veut qu'elle fasse, et au cas où elle s'inquiéterait de manquer de puissance magique, il s'en occupe. Urza fait de son mieux pour éviter de frapper Kyle, alors elle lui demande s'il a déjà utilisé une de ses potions de mana auparavant, et Kyle dit qu'il est bien au courant de tout ce que la potion fait. Elle est extrêmement efficace pour restaurer le mana d'un utilisateur, mais a aussi un goût absolument dégueulasse, donc il comprend pourquoi Urza ne voudrait pas constamment les culs secs pour reconstituer son mana, mais malgré tout, il la supplie de le faire parce que c'est la seule façon dont ils trouveront Gazu à temps. Liz et Theron lui demandent aussi de reconsidérer sa position, et il est difficile pour elle de dire non avec tout le monde qui la supplie sincèrement, alors elle met de côté la sainteté de ses papilles gustatives, attrape la boîte de potions et trépigne pour commencer à fouiller les débris. Une fois qu'elle est partie, Kyle se tourne vers Theron et lui demande s'il est sûr que le démon qui a attaqué la maison de Gazu était un mâle. Theron admet qu'il n'a pu qu'apercevoir le démon alors qu'il partait, mais qu'il connaît la différence entre les fesses d'une fille et celle d'un homme, et que c'était définitivement un homme, et puisque le démon que Kyle a rencontré à l'ambassade était une femelle, cela signifie qu'il y a actuellement au moins 2 démons présents à Caran. Tard dans la nuit, Urza boit encore ses potions au goût au foule pendant que son gnome déplace les débris, et elle a l'impression qu'elle va vomir. Tous ses efforts s'avèrent valoir la peine car le gnome finit par trouver quelque chose, et après inspection plus approfondie, le groupe réalise que c'est une trappe cachée, donc cela doit être l'entrée de ce passage secret dont Kyle a parlé. Ils y entrent tous, et Kyle avertit tout le monde de se méfier parce qu'il pourrait y avoir des démons ici. Theron mentionne que même si c'était sa première fois qu'il rencontrait un démon, il pouvait dire qu'il était incroyablement fort. Il pourrait même être aussi fort que sa mère, et cette femme est terrifiante quand elle est en colère. Kyle lui dit que les démons sont individuellement plus forts que les humains en ce qui concerne les capacités physiques, donc le comparer à un monstre comme la mère de Theron est exact, mais il ne faut pas que Lela découvre qu'il a dit ça parce qu'elle le tabasserait pour ça. Urza pense que c'est impressionnant que Kyle sache tant de choses sur les démons, mais il dit que les démons sont simplement assez dangereux pour nécessiter ce niveau de prudence. En fait, compte tenu de la condition actuelle d'Urza après avoir utilisé tant de mana, il pense personnellement qu'elle et Liz ne devraient pas venir, mais dès qu'il dit cela, elle lui monte au visage et dit qu'elle refuse de revenir en arrière. Surtout Urza, parce qu'elle a dû boire des tonnes de cette affreuse potion pour ça, donc elle ira jusqu'au bout. Kyle sait qu'il n'y a aucun moyen de convaincre ces deux-là de faire demi-tour maintenant, alors il essaie de se convaincre que tout va bien se passer. Après tout, il a Theron avec lui, donc même s'il finit par tomber sur ce démon particulier, il devrait pouvoir le vaincre sans casualty. Juste à ce moment, Liz remarque quelque chose au bout du passage, alors ils se précipitent tous pour voir ce que c'est. Une fois arrivés dans la pièce, ils trouvent une table avec un cadavre étalé dessus, et Kyle réalise immédiatement ce qui se passe ici parce qu'il a déjà vu cela auparavant. Cependant, aucun des autres n'a la moindre idée de ce que c'est, alors Sylvie explique que c'est le rite interdit. Theron demande ce qu'il a de si interdit, alors Sylvie explique que c'est un rituel qui convertit la force vitale en énergie magique. Il regarde de plus près le cadavre sur la table, et à part le fait que le corps est plus sec qu'une vie amoureuse, il réalise bientôt que l'homme était en fait le majordome en chef de Bax, et le tas de cadavres là-bas doit être les gens qui ont été kidnappés, donc cela prouve à peu près que Bax était impliqué. Mais cela étant établi, Liz ne sait toujours pas pourquoi quelqu'un aurait besoin de mana à ce point qu'il voudrait convertir la force vitale de personnes innocentes. Sylvie jette un œil au cercle magique qui a été utilisé ici, et elle peut dire qu'il a été conçu pour extraire lentement l'énergie de chacune des victimes, mais avec un catalyseur aussi faible, il va probablement dépasser sa capacité sous et exploser. Theron lui demande si elle en est sûre, mais il n'y a pas d'erreur dans sa déduction, et avec la puissance magique stockée là-dedans, l'explosion vaporiserait probablement la moitié de la ville. C'est déjà assez grave, mais Kyle est plus préoccupé par le genre de sort que le perpétrateur va utiliser avec tout ce mana. Sylvie dit qu'elle ne peut pas en être sûre, mais qu'elle peut l'analyser pour comprendre le but du sort. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, elle sent quelqu'un approcher, alors Kyle et les autres se cachent immédiatement. Quelques instants plus tard, les deux démons entrent, et Ganya est content de voir que le rituel a enfin fini d'extraire le mana du majordome. Pendant tout ce temps, Yuriga est restée complètement silencieuse, alors il lui demande si ça la tuerait de lui parler un peu parce qu'il n'a rien fait de mal. Bien sûr, ils ont dû faire un deal avec l'humain, mais tout s'est finalement passé selon le plan. Yuriga lui demande si attaquer l'ambassade faisait aussi partie du plan,
mais Ganya dit que c'était une demande de leur conspirateur humain, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir starté ça. Elle lui demande alors pourquoi il est allé faire exploser cette maison random, mais Ganya dit que ce n'était pas de sa faute non plus parce que leur conspirateur lui a demandé de créer une diversion puisqu'il prévoyait de simuler une abduction. En plus, il est confiant qu'il n'a pas enfreint la règle de minimiser les casualties, et en fin de compte, tout cela est pour qu'ils puissent acquérir l'objet que le roi désire. Yuriga comprend cela, mais ça la frustre quand même qu'il soit forcé de travailler avec des humains aussi bas de gamme. Après cela, Ganya et Yuriga quittent la pièce, alors Kyle et les autres poussent un soupir de soulagement parce qu'ils n'ont pas été caught. Sylvie trouve étrange que les démons aient reçu l'ordre de minimiser les casualties parce qu'elle n'a jamais entendu parler d'un roi démon voulant épargner les humains auparavant. Quoi qu'il en soit, Kyle dit que c'est bien qu'ils aient pu gâter de précieux renseignements comme ça, donc maintenant la seule chose left à faire est de trouver Bax et Gazu. Ils s'enfoncent plus profondément dans la cave, et avant longtemps, ils localisent une pièce avec une quantité étonnamment importante de beaux meubles, et près de l'une des chaises, ils trouvent Gazu attaché au sol. Ils se précipitent tous pour vérifier son état, et ils sont contents de voir qu'il est en vie, mais ils se demandent qui a bien pu lui faire ça. Juste à ce moment, ils entendent la voix d'un vieil homme demandant de savoir qui ils sont et comment ils sont entrés ici. L'homme en question est le gouverneur Bax, et quand il réalise que Kyle et les autres sont les émissaires de Zergu, il se met à crier qu'il protégera Karan de l'Empire et du Royaume à tout prix. Le groupe n'a aucune idée de ce qu'il veut dire par « protéger », puisque cet homme a kidnappé et drainé la force vitale des résidents de Karan. Bax refuse de leur dire la raison pour laquelle il fait tout cela, mais juste à ce moment, Gazu prend la parole et informe tout le monde que la veine de minerai sous Karan est sur le point d'être épuisée, et une fois qu'elle sera partie, Karan perdra tout. Tous les emplois disparaîtront du jour au lendemain, tous les artisans qualifiés iront ailleurs, et finalement la ville sera probablement envahie. Bax voulait empêcher que cela n'arrive, et Gazu était prêt à aider au début, mais ensuite Bax a commencé à parler de sacrifice, et tout est parti en downhill à partir de là. Sylvie jette un regard à Bax et elle peut dire qu'il est gravement malade. En fait, ce serait un miracle s'il vivait pour voir le mois prochain dans son état actuel, et Kyle suppose que les démons doivent avoir profité de sa vulnérabilité pour le tromper et lui faire conclure un deal avec eux. Cependant, juste à ce moment, Ganya émerge de l'ombre et dit qu'il n'a trompé personne, ils ont simplement fait un deal. Kyle demande ce qu'il veut dire par un deal, et Ganya n'a aucune raison de lui répondre, mais il adore un bon monologue, alors il décide d'expliquer. La ville de Karan a été fondée à l'origine lorsque les veines de minerai ont été consolidées dans la montagne en utilisant la magie, donc il est logique que plus de minerais puissent être remontés en utilisant le même genre de magie. Cela doit être à cela que servait le rite interdit, mais il n'y a aucun moyen que les démons aient accepté de faire quelque chose comme ça sans obtenir quelque chose en retour, et Ganya n'hésite pas à révéler que ce qu'il cherche, c'est l'épée sainte. C'était l'arme utilisée pour tuer l'ancien roi démon, donc l'actuel roi démon veut la réclamer pour lui-même. Kyle réalise qu'il peut soutirer beaucoup d'informations juteuses de Ganya s'il joue le jeu, alors il agit comme s'il n'avait aucune idée que l'épée sainte était même à Karan pour alimenter l'ego de Ganya et poursuivre le monologue. Ganya parle ensuite de comment il avait été envoyé à l'origine en simple mission de reconnaissance, mais ensuite il a appris la présence de l'épée sainte à Karan et les inquiétudes du gouverneur, alors il est simplement venu à lui avec une proposition, et Bax était si désespéré qu'il a accepté immédiatement. Kyle nourrit encore plus son ego en agissant choqué et en le traitant de génie du mal, mais avant que Ganya ne puisse révéler plus de secrets, Yuriga apparaît et lui dit de fermer son clapet. Kyle réalise qu'il ne tirera plus aucune information de Ganya maintenant que Yuriga est là, alors il dégaine son épée et dit qu'il va les abattre. Ganya réalise qu'il a peut-être trop parlé, mais ce n'est pas comme si cela importait beaucoup puisque tout ce qu'il a à faire est de tous les tuer. Yuriga essaie de l'arrêter puisque le roi démon a explicitement donné l'ordre d'éviter de tuer des humains de manière excessive, mais Ganya lui rappelle que ces humains savent déjà qu'ils sont dans la ville, ce qui n'était pas entièrement de sa faute, au fait, donc la seule façon de garder leur mission secrète est de tuer tout le monde ici. En entendant cela, Bax commence à paniquer et demande ce qu'il en est du deal qu'ils avaient. Il avait promis de leur donner l'épée sainte s'ils utilisaient la magie pour restaurer les mines de Karan, mais Kyle lui dit d'arrêter d'être si naïf parce qu'il n'y a aucun moyen que les démons honorent jamais véritablement un deal conclu avec un humain. Ganya ricane et dit qu'il allait totalement utiliser la magie de transformation terrestre pour restaurer les mines de Karan, mais étant donné que le catalyseur est overloaded, cela finirait probablement par détruire la ville entière. Cependant, ce n'est pas comme s'il se souciait de ce qui arrive à la ville. Bax ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre puisqu'il a mis tant d'efforts dans ce plan, mais sa outburst n'arrangera pas la situation, alors Teron l'assomme et demande à Gazu de s'occuper de lui. Ganya demande à Yuriga de s'occuper de Liz et Urza pendant qu'il s'occupera de Kyle et Teron, mais quand Kyle se prépare au combat, Teron dit qu'il a en fait autre chose à régler, donc Kyle est seul ici. Quant à Urza et Liz, Yuriga leur dit que si elles font demi-tour et partent tout de suite, alors elle les laissera partir. Elles pensent toutes les deux que c'est une sorte de piège,
mais Yuriga est dead serious parce qu'elle a toujours l'ordre de minimiser les casualties humaines. Même ainsi, Liz et Urza ne peuvent pas simplement reculer maintenant, alors elles attaquent toutes les deux Yuriga, mais elles se font absolument handled. Sylvie demande à Teron s'il ne va pas aider ces deux-là, mais il dit qu'elle devrait aller bien puisqu'il peut dire que Yuriga ne prend pas le combat au sérieux, donc elle ne les tuera probablement pas. Si quoi que ce soit, ce sera un excellent entraînement au combat pour Urza et Liz, mais à part cela, Teron dit qu'il veut que Sylvie jette un œil à ce cube pour lui. Il l'a sweepé à Bax plus tôt, et comme il le suspectait, Sylvie confirme que c'est un cristal magique utilisé pour dissimuler la présence d'un objet. Il a aussi remarqué que Bax regardait dans une direction particulière quand l'épée sainte a été mentionnée, alors il détruit le cristal, et bien sûr, sans son effet de dissimulation, Teron est capable de sentir quelque chose de caché là-bas, alors il va vérifier. Pendant qu'il fait cela, Kyle se bat pour sa vie contre Ganya parce que le volume sheer de puissance magique qu'il possède est difficile à gérer. En plus de cela, il peut aussi lancer des sorts sans incantation, ce qui rend difficile pour Kyle de le suivre, mais il va devoir tenir jusqu'à ce que Teron ait fini sa recherche. Teron s'approche de l'illusion et trouve une petite boîte, alors il la frappe avec son épée, brisant la boîte, mais dans le processus, révélant l'épée sainte cachée en dessous. Et maintenant que Teron a l'épée sainte en sa possession, il peut enfin rejoindre le combat. En apprenant que l'épée sacrée a été retrouvée, Garnia et Yuriga détournent leur attention, et cette brève distraction suffit à Kyle pour se rapprocher avant que Garnia ne réalise ce qui se passe. Liz et Urza veulent également profiter de cette ouverture, alors Urza lance une boule de feu sur Yuriga, et pendant qu'elle bloque les flammes, Liz parvient à se rapprocher. Malheureusement, Yuriga réussit à esquiver le coup, mais celui-ci l'atteint tout de même, et Liz et Urza se sentent alors beaucoup plus confiantes quant à leur chance de vaincre Yuriga. Yuriga est agacée par le fait que Liz et Urza aient réussi à la toucher, et elle leur dit qu'elles vont le regretter, mais à ce moment-là, elle entend Garnia crier de douleur, et lorsqu'elle regarde, elle le voit allongé sur le sol, avec Kyle debout au-dessus de lui. Pendant que Garnia était distrait, Kyle a réussi à s'approcher suffisamment pour lui couper une corne. Même si la perte d'une corne ne met pas la vie de Garnia en danger, elle représente une menace considérable pour sa vie sociale. Kyle sait que les cornes sont un symbole de statut social très important chez les démons, et qu'être sans cornes signifie être méprisé et traité de tous les noms possibles dans le dictionnaire des démons. Garnia ne peut donc pas se permettre de laisser Kyle la briser. À ce moment-là, Teron revient vers le groupe avec l'épée sacrée à la main, et Yuriga lui demande de la lui remettre. Mais pourquoi Teron ferait-il cela? L'épée est géniale. La situation devient de plus en plus tendue, alors Kyle prend la parole et dit qu'il a une suggestion à faire. Il dit qu'il ne veut pas prolonger ce combat parce qu'il a des blessés à soigner, alors il demande aux deux s'ils seraient prêts à conclure une trêve. Il propose d'organiser un duel équitable ici même dans 3 jours, et s'il gagne, Kyle leur remettra l'épée sacrée et rendra la corne de Garnia, mais Kyle pose comme condition que les démons lui disent tout ce qu'ils savent sur le plan d'infiltration qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Garnia et Yuriga n'aiment pas l'idée d'accepter les conditions de Kyle, mais rien ne garantit qu'ils gagneront la bataille s'ils continuent à se battre. De plus, Garnia a toujours besoin de récupérer sa corne, il accepte donc les conditions de Kyle. Il fait ensuite un trou dans le mur pour que Yuriga et lui puissent s'échapper, et ils disent à Kyle qu'ils reviendront dans 3 jours, et qu'il ferait mieux d'être là pour le duel. Maintenant que la bataille est enfin terminée, ils transportent Gazu et Bax hors des grottes et retournent en ville pour retrouver Go et Miranda. Dès que Miranda aperçoit Gazu, elle court vers lui, les larmes aux yeux, car elle ne se serait jamais pardonné s'il avait fini par mourir. Même si Kyle ne veut pas interrompre ces retrouvailles émouvantes, il a quelques questions à poser, alors il demande s'ils peuvent discuter brièvement. Une fois tout le monde à l'intérieur, il voit Bax allongé dans un lit, et malgré tout ce que cet homme a fait, Gazu ne pense pas qu'il soit une mauvaise personne, il voulait simplement assurer l'avenir de Kuran et était prêt à tout pour y parvenir. Gazu a appris il y a environ un mois que Bax kidnappait des gens et il a désespérément essayé de le convaincre d'arrêter, mais Bax a refusé d'entendre raison et Gazu ne pouvait pas non plus utiliser de méthode coercitive pour l'arrêter, car Bax était encore gouverneur à l'époque. Pour aggraver les choses, Bax a même menacé de tuer Miranda et Go si Gazu s'immisçait dans son plan, et comme il ne voulait pas les impliquer, il a simplement pris ses distances après cela. En parlant des actions de Bax, Gazu se souvient que Teron a dit avoir trouvé l'épée sacrée que Bax avait cachée, et il s'apprête donc à demander qu'elle lui soit rendue, mais Kyle l'interrompt et dit que Teron va garder l'épée. Gazu reste d'abord sans voix, mais il fait valoir que l'épée sacrée est un trésor national qui appartient à Kuran, et que Teron ne peut donc pas simplement la prendre pour lui. Kyle admet qu'il a raison, mais voici la contre-argumentation de Kyle, je viens de te sauver la vie. En fait, si on y réfléchit bien, Kyle a également sauvé Miranda lorsque Yuriga a attaqué l'ambassade de l'Empire il y a quelques jours, et Teron a protégé Go lorsque Garnia a fait exploser la maison. Ensemble, ils ont donc sauvé Gazu et les 2 personnes qui lui sont les plus chères, et il leur est en quelque sorte redevable.
Mais au cas où Gazu ne serait toujours pas disposé à renoncer à l'épée sacrée, Kyle est venu prêt à le soudoyer pour l'obtenir. Il s'agit d'un morceau de mithril pur, un matériau très rare, et cela fait longtemps que Gazu n'a pas eu l'occasion d'en utiliser. Kyle en possède justement une grande quantité dans le coffre-fort de Sylvie, et il se dit prêt à en fournir autant que Gazu le souhaite. Qui sait, il pourrait finir par créer une lame meilleure que l'épée sacrée, alors la perte d'une simple épée ne serait sûrement pas grave. Gazu semble indécis et ne sait pas s'il doit accepter l'accord ou non, surtout avec toute la bureaucratie liée à l'abandon d'un trésor national, mais la réponse officielle de Miranda est « Je n'ai jamais vu cette épée sacrée de ma vie ». Comme ils ont convenu que Theron le garderait, Kyle passe à l'ordre du jour suivant et dit qu'il aimerait que Gazu lui construise quelque chose. Gazu jette un œil au plan dessiné par Kyle et, comme il n'a pas à se soucier de l'approvisionnement en mithril, il dit qu'il peut le terminer en 3 jours environ, mais Kyle répond qu'il n'a que 2 jours pour le finir, il doit affronter les démons dans 3 jours, il a donc besoin que le projet soit terminé avant cette date. Il va falloir une quantité de travail démesurée pour y parvenir en seulement 2 jours, mais Gazu dit que Kyle lui a sauvé la vie, alors il se lève pour se mettre immédiatement au travail. Maintenant que cela est réglé, Kyle va voir comment vont Liz et Urza, qui lui disent qu'ils vont bien. Ils n'ont pas subi de blessures graves, mais le combat leur a fait comprendre que si Yuriga ne s'était pas retenu au début, ils auraient été morts. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ont peur d'un nouveau combat, et ils disent à Kyle qu'ils feront en sorte que Yuriga ne sache pas ce qui lui est arrivé. Kyle est venu ici pour leur dire honnêtement qu'ils étaient exclus de l'équipe de revanche, car Theron a beaucoup plus de chances de battre Yuriga, mais ils sont tellement motivés qu'ils décident de les laisser s'en occuper quand même. Cependant, cela signifie que Theron n'a rien à faire, alors qu'il mourrait d'envie d'essayer sa nouvelle épée. Kyle lui dit qu'il aura peut-être quand même l'occasion d'utiliser son épée, car si Urza et Liz sont sur le point de perdre, il veut que Theron abatte Yuriga pendant qu'elle ne regarde pas. Ce serait contraire aux règles du duel, mais Kyle se moque de jouer franc jeu tant qu'ils finissent par gagner. Alors qu'il parle du duel, Theron demande s'il valait vraiment la peine de le reporter de 3 jours, puisqu'ils auraient pu se battre immédiatement, mais Kyle répond que cela aurait été trop risqué, si les démons étaient sur le point de perdre, ils auraient pu activer le cercle magique et détruire toute la ville en dernier recours. Mais ces 3 jours lui ont également permis de fabriquer une arme secrète pour assurer leur victoire dans le duel. Mais avant que le duel ne commence, Kyle va s'occuper de la bombe à retardement qui se trouve sous la ville, et il retourne donc dans les grottes avec Sylvie pour s'en occuper. Le catalyseur magique est sur le point d'exploser, il serait donc très dangereux de le laisser tel quel, mais il existe une solution simple puisque Sylvie dit qu'elle peut simplement libérer toute l'énergie lentement pour éviter une explosion. Cela résoudrait définitivement leur problème, mais Kyle pense qu'il serait dommage de gaspiller toute cette énergie, il lui demande donc si elle peut la transférer dans le cœur de dragon qu'il a avec lui. Sylvie trouve que c'est une excellente idée, mais il faudra 3 jours pour transférer toute l'énergie, ce qui sera donc juste. Kyle répond que cela ne pose pas de problème et sort du cercle magique afin que Sylvie puisse commencer le sort de transfert d'énergie, mais par curiosité, il lui demande si le sort que Bax voulait lancer avec cette énergie aurait réellement permis de reconstituer les réserves minérales de Curant. Sylvie lui répond que cela n'aurait fait aucune différence, car il n'y a plus de mithril dans cette région que le sort pourrait collecter, et même s'il y en avait, le forcer à remonter à la surface d'un seul coup aurait détruit la ville de toute façon. Au cours des 3 jours suivants, Liz et Urza s'entraînent ensemble pour se préparer à leur revanche contre Yuriga. Theron fait plusieurs siestes, car il ne se soucie pas du combat, et Kyle attend que Gazu finisse de fabriquer son arme secrète. Finalement, le jour du duel arrive, et Theron est toujours aussi détendu qu'avant, à tel point que Sylvie commence à s'agacer de ses ronflements. Kyle lui dit qu'en fait, c'est une bonne chose que Theron soit si calme, car cela signifie qu'il est convaincu qu'ils pourront vaincre les démons. Si Kyle veut empêcher la grande invasion, il doit rassembler autant d'informations que possible sur le nouveau seigneur démon, il ne peut donc pas se permettre de perdre. Finalement, le groupe arrive sur le lieu du duel, mais une fois sur place, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais précisé l'heure d'arrivée, et que les démons ne sont donc pas encore là. Ils vont devoir attendre un moment, alors Liz et Urza installent une couverture de pique-nique pour que tout le monde puisse prendre le thé en attendant. Pendant qu'ils mangent, Kyle demande à Urza et Liz s'ils ont élaboré un plan pour vaincre Yuriga. Urza lui répond qu'ils ne sont pas assez stupides pour se lancer dans cette aventure sans stratégie, et que même si leurs chances de gagner ne sont pas très grandes, ils ont tout de même une chance. Elle demande ensuite à Kyle s'il est sûr de pouvoir vaincre Garnia, et Kyle explique qu'il a fait fabriquer cet objet spécialement pour le combat, et qu'il est donc confiant dans sa victoire. Quelques instants plus tard, il entend des pas s'approcher, alors il se lève et essaie de pointer les démons d'un air menaçant, mais c'est un peu difficile à faire quand on a une tasse de thé à la main et des miettes de biscuits sur le visage. Les autres nettoient les restes de leur pique-nique, et une fois qu'ils sont prêts, Kyle déclare qu'il est temps de régler cette affaire, mais avant de commencer, il suggère que Garnia et lui aillent se battre ailleurs, car cette pièce n'est pas assez grande pour accueillir 2 duels en même temps. Garnia n'y voit aucune objection,
mais Yuriga lui demande s'il pense vraiment que c'est une bonne idée, car elle ne pourra pas l'aider si les choses tournent mal dans son duel contre Kyle. Cependant, Garnia est convaincu qu'il ne perdrait jamais contre un humain dans un combat loyal, il dit donc à Yuriga qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une fois cela réglé, Kyle et Garnia partent à la recherche d'un nouveau terrain de combat, mais Teron est surpris que Sylvie ne les accompagne pas. Elle lui explique que son travail consiste à informer Kyle immédiatement si quelque chose tourne mal ici. Normalement, elle devrait rester près de son épée, mais tant qu'elle peut maintenir l'approvisionnement en mana de celle-ci, peu importe que son corps soit à proximité ou non. Yuriga demande au groupe s'ils sont enfin prêts à commencer et suppose que Teron est celui qui l'affrontera, car il est clairement le plus fort ici, mais il répond qu'il est en fait juste là pour regarder et que si Yuriga parvient à battre Lise et Urza, il lui remettra l'épée sacrée sans combattre. Yuriga ne veut honnêtement pas se battre, mais s'il s'agit de l'épée sacrée, elle n'a pas le choix. Elle comprend également que Lise et Urza sont assez puissantes, elle ne commettra donc pas la même erreur que la dernière fois, elle va tout donner dès le début. Une forte rafale de vent se fait sentir lorsque Yuriga libère son pouvoir, et elle avertit les filles que si elles ne veulent pas mourir, elles feraient mieux de se rendre rapidement. Sylvie dit que c'est mauvais, car le plan de Lise et Urza reposait sur le fait que Yuriga ne les prendrait pas au sérieux, mais Teron pense toujours que ces deux-là s'en sortiront tant qu'elles ne baisseront pas leur garde. Yuriga charge et déchaîne une rafale de coups de poing si rapide que Lise parvient à peine à les bloquer à temps. Urza tente de lui venir en aide en invoquant un esprit du feu. Cependant, Yuriga esquive facilement les flammes, et Lise se retrouve prise entre deux feux et doit se cacher derrière un pilier pour éviter d'être brûlée. Yuriga s'en prend alors à Urza, et même si celle-ci invoque un esprit de la terre pour se protéger, cela ne suffit pas à arrêter les assauts de Yuriga. La différence de puissance est évidente, alors Sylvie demande pourquoi Teron n'intervient pas pour aider, mais il répond que la situation n'est pas si grave, certes, Yuriga est beaucoup plus forte qu'il ne l'avait prévu, mais cela ne signifie pas qu'elle est invincible. Yuriga charge à nouveau, et Urza ordonne au golem de se mettre en travers de son chemin. Yuriga leur dit qu'un seul golem ne suffira pas à l'arrêter, mais ils n'ont jamais eu l'intention de l'utiliser pour bloquer son attaque. Lise court vers eux et frappe le golem, le transperçant de part en part et touchant Yuriga à la poitrine. Alors qu'elle est à bout de souffle, Lise enchaîne avec un autre coup dévastateur, la laissant encore plus étourdie qu'auparavant. Pendant ce temps, Kyle et Garnia sont enfin arrivés sur leur nouveau lieu de combat, il est donc temps pour eux de commencer leur duel. C'était la fin de l'épisode 10. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.